Les gens veulent pas se faire vendre, ils veulent venir vers toi. Fait que si tu es quelqu'un qui les attire, ben, ils vont venir vers toi. Justement, les immigrants qui se partent en affaires, souvent réussissent mieux que les Québécois parce qu'eux ont rien à perdre. Justement, c'est plate, par contre, là, quand ça fait une journée et demie que tu hikes, puis là, tu vois le monde prendre de la bière en arrivant en haut. Là. Genre Bob, le locataire là-bas, me dit oui, il est rentré chez nous. Puis il est allé se coucher dans mon lit, dans notre lit. Oh! Point que tous les revenus de mes loyers, après net, là, payaient toutes les dépenses que j'avais, autant logement, bouffe, voiture, tout le kit. Fait que j'ai arrêté de travailler du jour au lendemain. C'est qu'ils pouvaient s'en aller. Ils ont entouré la maison, je pense qu'il était 15 autour de la maison, avec des guns, des M13 semi-automatiques, des boucliers, un bélier, il y avait toute l'affaire. Wow. Moi, c'était mon premier investissement immobilier, je te rappelle. Là. Hey, what's up, guys? Nous sommes de retour encore une fois. Vous savez, on fait ça à la semaine. DLC Podcast chez votre host Ray Antonio. Et mon prochain invité, devinez quoi? On rentre dans le domaine immobilier et investissement. Mais qu'est-ce que je vais aimer aussi de mon prochain invité? C'est qu'il va avoir énormément d'un nouveau début à nous amener. On va parler aussi vraiment de création de contenu. Puis il y a des choses que j'ai vues de son profil qui est super intéressant. Mais guys, juste avant qu'on rentre et je vous présente exactement c'est qui, à moins que vous l'avez déjà vu sur le thumbnail, obviously. Mais vous savez déjà, guys, quand on a faim, les vendredis, les samedis, aujourd'hui, on est un mercredi. En tout temps, la pizza, c'est acceptable. Puis vous savez, elle va où la pizza? Elle provient de notre cher partenaire, Pizza Salvatore. Regardez, guys, on a un code promo, c'est YSP. Vous recevez 10% de rabais quand vous commandez en ligne et vous commandez sur l'application. Mais ne commandez pas sur Uber. Ça, c'est quelque chose que je dois être très clair. On m'a écrit « Hey, ça ne marche pas ton code promo. » Puis ma question, vous êtes-tu sur Uber? Oui, exactement, ça ne marche pas. Mais moi, dernièrement, j'ai commandé une large pepperoni avec une poutine, avec des ailes de poulet. Oh, les ailes de poulet, la sauce buffalo. Ce que j'ai aimé la sauce buffalo, c'est qu'il y avait un côté épicé, puis je suis comme, oh, damn, je ne m'attendais pas à ça. Habituellement, une sauce buffalo, non pas buffalo, barbecue, je veux dire, excusez-moi. La sauce barbecue, habituellement, elle a juste cette saveur barbecue, mais elle n'est pas épicée. Puis là, Salvatore, il y avait son petit zeste d'épices, et j'ai adoré ça. J'en ai commandé 20. Puis j'étais plein après ça. Je me suis endormi devant Netflix. Vous le savez déjà. Mais comme vous savez déjà, guys, YSP. Un autre message aussi que je voudrais adresser. On voit notre audience grossir, puis je voudrais remercier à tous ceux qui viennent de s'abonner à notre chaîne sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, sur Spotify. Je vous remercie énormément, puis je voudrais continuer à vous encourager à partager tous les segments de nos invités. Comme ça, de cette façon, on peut continuer à aller chercher des personnes encore plus intéressants qui vont avoir vraiment cette histoire-là entrepreneuriale. Nous, notre but ici, c'est de raconter l'histoire des entrepreneurs du Québec et découvrir vraiment qui ils sont, comment ça se fait qu'ils sont là, puis comment nous autres, on peut créer des liens avec eux. Donc, continuez à vous abonner et merci à tous pour tous ceux qui viennent commencer, guys. Je vous apprécie. Puis comme je vous ai promis, mon prochain invité, si vous ne l'avez pas vu encore sur la couverture, c'est un jeune investisseur, courtier immobilier chez EXP. Yes. Oh. Vous allez voir, c'est une nouvelle, ça c'est intéressant. Je vous présente Gabriel Horton-Routier. Comment ça va, mon cher? Ça va bien, toi? Ça va. Et merci d'avoir fait le chemin. Ben oui, certainement, le Québec. Ça fait plaisir. Je trouve ton podcast vraiment cool. Tu as eu des bons invités dernièrement. J'ai hâte justement d'écouter celle-là avec Marc qui est sorti hier. Oh, yeah. Quelqu'un que je trouve très inspirant. Fait que j'ai bien hâte d'écouter ça. Puis tu sais, comme je mentionne, ici, je veux avoir des conversations qui vont être super humaines avec des gens qui sont en business, des hustlers, des entrepreneurs. Puis aussi, je veux qu'on soit capable de créer des liens, autant que ce soit affectif ou sinon émotionnel ou sinon vraiment pratique avec les gens qui vont être ici. De cette façon, ça nous permet de faire la connexion. C'est pour ça que, vraiment, ce que j'ai découvert, qu'est-ce qu'on fait le plus ici, on raconte les histoires des personnes qui sont ici avec nous, avec un hustler mindset. Et comme ça fait plaisir de te voir ici parce que j'ai fait mes recherches, j'ai découvert aussi qui tu étais. Tu viens d'une bonne référence aussi. Shout out à Phil Goyer. Yeah, man, Phil. Un bon partenaire, ça. Super, mais c'est bon, je vois un peu les liens. C'est là que c'est un autre sujet qu'on va aborder, le plein air. Vous êtes des fans de plein air, puis je suis comme, damn, j'adore ça.
Ouais. C'est pas une passion qui est là depuis mon jeune âge. Je suis quand même relativement jeune, là. Mais ça fait pratiquement 1 an et demi, 2 ans. Puis ce que j'aime là-dedans, c'est souvent avec les hikes, on est capable vraiment de pousser nos limites. Puis ça a l'air de rien monter une montagne, là, mais va en monter une, puis tu vas voir que même si tu cours des 10, des 15, c'est plus difficile qu'on pense, là. Tu sais quoi? Restez à l'écoute parce qu'on va aborder ce sujet-là. Mais tu sais quoi? Vu que tu me parles de hike, c'est vraiment pas facile. Ça demande énormément, tu sais, vraiment. Regarde, il y a un côté très mental parce que des fois, quand tu es fatigué puis tu es comme à quelques kilomètres de ta destination ou sinon de ta voiture, là, il faut que tu aies le mindset pour vouloir continuer malgré qu'il fasse la température ou sinon vraiment la pente, peu importe. Comme, il y a un mindset qui vient derrière ça beaucoup plus que physique, je dirais, selon mon expérience. Mais tu sais quoi? J'ai pensé à toi, tu sais, comme, regarde, tu as fait le voyage jusqu'ici, puis c'est décembre, c'est le temps de Noël. Fait que j'ai pensé, tu sais quoi, laisse-moi t'offrir un petit cadeau qui vient aussi, qui va pouvoir t'encourager pour les... Regardez, guys, vous allez voir, c'est Noël sur Yellow Sea Podcast, donc voici un petit cadeau pour toi. Ben, merci bien, merci bien. Je l'ouvre là. Ouais, vas-y. C'est quand même lourd. Ouais, vas-y, ouvre-le. Ouais, proche du micro, ça va faire mal aux oreilles. ASMR. Unboxing. All right. Ouais, c'est vrai que... Shop Santé. Évidemment, vous le savez Évidemment. déjà, mais regarde, je vais te laisser aussi l'ouvrir. C'est une boîte de cadeaux. Là, je vous ai dit, on est ici pour faire des expériences. Puis je t'ai dit que t'es venu ici pour une expérience. Certainement. On va regarder qu'est-ce qu'il y a là-dedans. La shop, shout-out à la shop. En passant, guys, code promo REY en ligne, 10% de rabais chez Shop Santé. Soyez fit cette année. All right. Ça, je suis très curieux. J'en prends pas de ça. C'est quoi ça? Regarde, j'ai fait des recherches derrière ça. Ça fait beaucoup de choses, mais c'est surtout vraiment pour te maintenir encore à forcer vraiment ton entraînement. Une protéine. Ouais, shout out, regarde, c'est le temps des fêtes. C'est ça qu'on a dans le verre en passant. All right, ok. Un gros merci pour vrai. Ben, ça fait plaisir. Tu te laisses à la table ou Tu peux laisser la boîte sur la table, regarde. la boîte sur la table? Comme tu veux. Ben, c'est ça. Un petit cadeau provenant de la shop. Ben, ça fait plaisir. Puis j'ai un segment Shop Santé. L'affaire fait que, regarde, je ne veux pas assumer, je ne veux pas juger non plus, mais c'est un segment que peut-être parfois j'ai réalisé qu'il se place bien pour les personnes qui ont quand même un genre de bagage d'expérience. Je t'ai demandé c'est quoi la balance de chacun, mais je sais de la poser autrement pour toi. Étant donné que tu es un gars là, qui monte des montagnes, c'est quoi ta préparation vraiment pour un genre de hiking comme ça? Comment tu prépares autant mentalement, mais aussi physiquement? Là, parce que tu peux pas juste être quelqu'un qui est sur Netflix toute sa vie, puis après, soudainement, j'allais monter une montagne. Là. Non, mais tu vois, c'est à cause de ça pourquoi j'ai commencé le hike. Ben, tu vois, On peut en parler, là. Moi, je suis quelqu'un que avant, je m'entraînais comme 2-3 fois semaine. Puis là, on dirait que j'ai comme atteint un certain standard où m'entraîner 3 fois par semaine, je me trouve un peu lâche. Fait que je suis rendu que, tu sais, ça, c'est comme faire des calls. On en reviendra tantôt, là. C'est comme faire mes calls le matin. Je fais mes suivis clients, je fais pas mes suivis clients. On dirait que j'ai comme un sentiment comme quoi ma journée n'est pas accomplie. C'est un peu la même affaire avec l'entraînement. Puis à un moment donné, j'ai comme eu une période qui était vraiment comme... Tu sais, je me sentais pas très motivé à aller m'entraîner ou quoi que ce soit. Puis là, j'ai décidé, je me suis dit, gars, qu'est-ce qui ferait en sorte que je voudrais me lever le matin pour aller m'entraîner? Puis je me suis donné un gros défi de faire la présidentielle justement avec Phil, avec des pack-sacs de 60 livres sur le dos. Puis la présidentielle, dans le fond, pour les gens qui ne savent pas, dans le fond, ça fait partie du Mont Washington. Fait que tu pars de Randolph, qui est la ville,
parques ton char, tu montes. Tu as Madison, Adams, Clay, Jefferson, Clay, Washington, Monroe, Franklin. Écoute, t'en as, je pense, 12-13, puis t'as une montagne bonus à la fin qui est Webster. Au total, c'est environ 42 km avec des dénivelés de malade. Puis c'est pas comme un hike traditionnel parce que, j'explique, c'est juste des roches. OK, fait que tu vas de roche en roche. Tu sais, c'est pas de la terre où c'est que puis t'as un peu de roche, là, c'est juste des roches. T'as aucune trail. Fait que dans le fond, t'as genre des Inuksuk ou genre des bonhommes de pierre. Et c'est ça ton repère, dans le fond. Fait que dans le fond, tu suis les bonhommes, t'avances, puis ça, c'est la trail. De même, pendant 42 km. On l'a fait, on était 4. On voulait le faire en 2 jours, 3 jours, dans le fond. L'aller, évidemment. Fait que, puis finalement, on a vraiment sous-estimé. On n'était pas trop préparé parce que la ressource là-bas qui manque, c'est l'eau. Ouais, puis c'est ça là qui pèse, qui est plus lourd. Exact. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a amené des genres de bouteilles avec des filtres. Ouais. Mais il n'y a pas de l'eau partout là-bas. Là. Fait qu'à un moment donné, on monte une montagne, on part le matin vers genre 7 heures. On monte Madison, on arrive là. Je pense que ça nous a pris 4h30, 5h monter une montagne avec les pack-sacs. On n'était pas préparés pour ça pantoute. Puis après ça, tu as Madison. Le deuxième, tu as Adams. Fait que là, on s'en va sur Adams. Puis là, après Adams, on se dit, ouais, là, il va falloir qu'on aide au Jefferson. Mais là-bas, tu ne peux pas dormir n'importe où. Il faut que tu dormes en bas de la ligne des arbres parce qu'en haut, il manque un peu d'oxygène ou quoi que ce soit. Puis il y a trop de vent. Bref, c'est trop dangereux. Juste pour te dire, tu sais, en haut du Mont Washington, ben, c'est pas la même température qu'en bas. Fait que quand il fait, mettons, 10, 12 en bas, ben, il fait 0 en haut. Fait qu'il faut que tu t'adaptes à ça, tu sais. Fait que il n'y a pas de camp entre Jefferson puis le Mont Washington. Puis avec des sacs de 60 livres, ça prend 10 heures. Fait qu'il était comme 3-4 heures l'après-midi. On a décidé d'arrêter là. Puis on a redescendu en dessous de la ligne des arbres. Ça nous a pris genre 1h30. Puis Phil pourra te l'expliquer aussi, là. Mais sur sa montre, parce que c'était lui le guide. Là. Oh. Sur sa montre, il était marqué 0.1 miles. Mais c'était pas un 0.1 miles. Tu sais, tu regardes, tu compares 0.1 miles, peut-être un terrain de foot, quelque chose de même. Puis c'était pas part de ça. Là. OK, j'ai tout plein de questions. Premièrement, le sac, c'était-tu, c'est quoi qui a eu l'idée de mettre 60 livres sur chacun? C'est-tu le stock que vous transportez pour survivre? Ou c'était juste, hey, on est cool puis on met du poids? Non, c'était pas du poids. Là. On avait les tentes aussi, on avait plein de stocks. Par contre, c'est sûr que l'objectif, c'était pas d'être le plus léger possible, c'était de réaliser un challenge. Par contre, ce challenge-là, je te dirais qu'il manquait un peu de préparatif parce que, comme tu dis, on peut pas dormir n'importe où. Fait que tu peux dormir à la deuxième montagne, puis après ça, tu as 10h30 de route à faire, de marche en montagne, en hike, pour te rendre à l'autre camp. Là, après ça, dans ces coins-là, Mont Washington, quand tu montes en haut de la ligne des arbres, ça te dit que c'est l'endroit où il y a les changements de température les plus drastiques pratiquement au monde. Fait que il fait beau. Je pourrais te montrer les photos. Là. Il fait beau, aucun nuage. 5 minutes après, brouillard, on ne va même plus à 5 mètres en avant. Oh. C'est relativement... ça peut être dangereux, je te dirais. Là. La deuxième question, c'est l'eau. Qu'est-ce que vous avez fait avec... Ben, la deuxième journée, il a fallu qu'on prenne une décision parce que là, premièrement, tu peux pas boire de l'eau stagnante. Là. Je veux dire, il y a des microbes là-dedans, puis ça peut être dangereux. Fait que souvent, il y a des petites chutes. Fait qu'on en prenait un peu. On est parti avec 2 litres chaque, mais il n'y a pas d'eau entre le camp 1 et le camp 2. Puis il faisait chaud là, la première fois. Là. Fait que, puis juste monter la première montagne, je pense qu'on a bu 4 litres d'eau chaque environ. Là. Fait que c'est 16 litres d'eau que ça nous prenait pour 6 heures. Puis là, on a 10 heures à faire. On a 2 litres chaque. Ça, c'est de l'aller-retour, le 10 heures? Non, juste l'aller. Dans le fond, je dirais que ça... Mettons, 10% de fête jusqu'au 50% de fête. On n'avait pas d'eau. Puis là-bas, il n'y a pas un petit magasin, là? Non, c'est ça, il n'y a pas de petit magasin. Il y en a un au Mont Washington. Là, pour les gens qui ne le savent pas, Mont Washington, c'est justement
Ben, dans le fond, l'une des plus grosses montagnes, justement, là, proche du Vermont, du New Hampshire, puis toute cette affaire-là, la plus haute montagne du New Hampshire, c'est 1900 quelques mètres d'altitude. OK, Puis la vue est incroyable en haut, mais tu peux monter en voiture aussi. Fait que ça coûte un certain montant, mais tu peux monter en voiture. Fait que ça qui est plate, par contre, là, quand ça fait une journée et demie que tu hikes, puis là, tu vois le monde prendre de la bière en arrivant en haut. Là. Ouais, c'est peut-être un peu... soif. Là, ouais, c'est ça, on a soif. Puis t'es arrivé là, moi, j'ai eu une grosse migraine. Là. Je veux dire, t'es pas hydraté du tout. Je veux dire, t'as besoin d'eau, il fait 30 degrés. Rendu en haut, là, on a tombé, puis on a dit... fait que c'est plus une question d'hydratation, tu sais, aussi. Ouais. Regarde, j'ai plugué Shop Santé ici, mais je sais on reçoit vraiment beaucoup d'échantillons, beaucoup de choses à tester. Puis quelque chose que j'ai trouvé intéressant, qu'il y a des petits échantillons que tu mélanges dans ton eau, justement, exactement, d'électrolytes. C'est-tu quelque chose qui aurait pu peut-être faire améliorer? On en avait, mais ça prend de l'eau, là. Fait qu'il faut limiter, admettons, genre, tu commences à devenir beaucoup plus, genre, tu calcules ton eau, là, où est-ce que... Oh oui, ben là, on était stressés parce qu'il y en avait 2 sur 4 qui étaient comme, il faut qu'on redescende, là, on ne pourra pas faire ça. Puis, tu sais, la température qui était annoncée était vraiment mauvaise aussi. Fait que faire ce qu'on fait là, sous la pluie, tu sais, rappelle-toi que c'est roche en roche. Ouais, fait que ça glisse. Ben oui, ça glisse, là. Fait que c'est dangereux. Là. L'autre question, quel genre de souliers avez-vous? C'est des souliers genre vraiment plein air, là? Genre... On avait des bons souliers. Ben, c'est pas tout le monde qui avait des bons souliers. Moi, j'avais acheté des bottes. Parce que moi, mes chevilles dans des souliers normaux, tu sais, des fois, je cours et je me tords la cheville de même. Fait que mes pieds, dans le fond, ils penchent un petit peu vers l'intérieur. J'ai les pieds plats. Fait que c'est important quand même que je fasse des bonnes bottes de marche. Fait que c'est des bottes pas trop hautes, mais qui couvrent quand même la cheville. Justement, parce que pour que justement, c'est au moins ta cheville, elle ne tord pas. Là. Fait qu'on avait des souliers comme ça. Fait que, mais au final, on s'est rendu jusqu'au Mont Washington. On a décidé, gars, on a fait la moitié. Le lendemain, il annonçait des orages terribles. Ah, oublie ça. Il ne voulait pas être justement là. Fait qu'on a décidé, gars, pour notre sécurité et pour notre santé, on a décidé de redescendre. Puis, par contre, moi, dans ma tête, justement, depuis ce temps-là que je me fais donner le défi de faire ça, je veux dire, je m'entraînais à fond. Moi, quand j'ai un objectif, il faut que je l'atteigne. Puis l'objectif principal, c'était de le finir, puis on ne l'a pas fini. Fait que j'avais une grosse déception justement envers ça. Fait que moi et Phil, on a décidé d'y retourner genre 2-3 semaines après. Puis sans sac, cette fois-ci, on a décidé de le faire en une journée, pas de sac. Fait qu'on est parti à 4h et quelques le matin avec des lampes frontales. C'était une belle expérience là, pour les fans de hike. Là. Si jamais vous avez jamais fait du hike la nuit, là, c'est incroyable. Tu as la paix, t'entends l'eau, tu vois juste ton chemin en avant. Et tous les autres prédateurs aussi, là, que tu vois pas. Tu les entends, mais tu les vois pas. Ça. Ouais, ça, c'était une autre chose qu'on n'a pas croisé, là, mais... Tu sais quoi? Ben, moi, ça m'a inspiré voir cette aventure-là, puis j'ai écrit même à des boys, comme, guys, on se prépare. L'été prochain, on fait ça. C'est durant vraiment l'été, right? Ouais, exact. Tu ferais pas ça, genre, en octobre, novembre? Oui, je le ferais, oui. Ah ouais? Durant l'automne? Ouais. L'année prochaine, j'aimerais ça le faire en hiver. Pourquoi l'hiver? Parce que c'est un challenge. Puis, en hiver, t'as pas les rushs, tu es en raquette. Puis à ce qui paraît, là, je me suis fait dire que c'est moins compliqué l'hiver que l'été. C'est juste que faut que tu t'adaptes parce que je veux dire, il fait beaucoup plus froid. Puis en haut, il peut faire moins 40 aussi. Là. Bon, Gab, parle-moi de ça. Parle-moi vraiment d'où elle vient cette volonté-là de vouloir faire des trucs extrêmement compliqués qui pourraient te mettre en danger. Ben, j'aime ça me donner des défis. Puis quand je suis motivé à me donner des défis, puis surtout, les gens qui t'entourent aussi. Quand tu es entouré de gens qui font juste gamer, avant que je devienne courtier tout simplement, je travaillais en construction, on pourra en parler tantôt, mais toutes les personnes qui m'entouraient, c'était justement des personnes qui y vapotaient, qui gamaient. Fait que tu es la 6e personne. Mm-hmm. Tu traînes avec les 5 personnes qui font ça, ben, tu vas devenir la 6e personne, puis c'était ça que j'étais avant. OK. Puis à un moment donné, j'ai commencé à connaître des gens qui faisaient du sport, qui prenaient soin d'eux, qui étaient en business, puis tout. Puis ça m'a amené tranquillement pas vite à faire la même chose qu'eux. Puis justement, me donner des défis, honnêtement, c'est comme une sorte d'adrénaline puis de volonté que tu as dans ta tête, que tu te crées. Tu as un objectif,
qui n'est pas nécessairement inatteignable. Tu sais que ça prend de la pratique pour le faire. Fait que ça me motive justement à aller au gym, à travailler mon cardio puis tout. Puis depuis 1 an, j'ai vraiment vu une bonne différence au niveau du cardio. Là, j'ai fait dernièrement, j'ai fait un demi-marathon. J'ai fait le tour du lac Saint-Joseph à Québec. Je ne sais pas si tu connais. Dans le fond, c'est une trentaine de kilomètres là, avec des dénivelés. On l'a fait sans arrêt. C'est tous des petits objectifs de même que tu te donnes. Puis après ça, tu es fier de toi. Mais après ça, c'est what's next. Ben, c'est ça l'affaire parce que ce que j'ai réalisé aussi, une fois, je suis venu à la réalisation que les gens, quand on est trop motivés, trop juste ambitieux, on devient des personnes très toxiques envers nous-mêmes parce qu'on va pousser pour un objectif, on l'atteint, là, le prochain doit être encore plus haut. Fait que la barre continue à toujours augmenter. Puis éventuellement, c'est là que ça devient toxique. C'est que tu commences à peut-être oublier tout plein de choses autour de toi qui sont quand même importantes, Ouais, je suis tout pour l'atteinte de cet objectif-là. Puis c'est là que tu rentres dans la phase d'obsession. J'ai eu cette discussion plusieurs fois avec un courtier, par exemple. On parlait vraiment d'une certaine échelle où est-ce que tu commences, admettons, tu commences en bas, la routine. Ça devient une habitude. Ensuite de ça, l'habitude devient une passion. Mais la passion, c'est là que une bonne majorité des personnes, vraiment qui veulent accomplir les choses, restent puis ils le font de cœur. Ouais. Mais ensuite de ça, il y a l'autre niveau obscur qui est l'obsession. Où est-ce que tout est noir, mais là genre, tu fonces. Puis c'est là que on parle des GOAT. Vraiment, Michael Jordan. Où est-ce que je suis comme fuck, je m'en fous de tout. Moi, ici, je suis ici pour devenir le top. La crème de mon sport. Puis il y a du monde, il y a du monde autant en immobilier, du monde en business, il y a du monde dans toutes sortes où est-ce que sont dans ce niveau-là, où est-ce que je suis ici pour devenir la crème. Mais encore là, ça vient à un prix. Mais en même temps, faire ça te rappelle à quel point tu es en santé et tu es chanceux quand même d'être qui tu es parce que tu as des gens qui n'ont pas la capacité de faire ça. Puis le tour du lac Saint-Joseph, je l'ai fait avec 2 chums à moi. Puis justement, on se parle pendant qu'on court, on court ensemble. On court au même rythme, justement, parce que ça passe le temps et tout. C'est mieux de même, de base. Là. Justement, on se disait à quel point on avait de la gratitude de pouvoir faire ça. Puis tu as des gens qui ont tout simplement pas de jambes, qui ont, dans le fond, qui ont perdu leurs jambes, par exemple, justement parce qu'ils se sont fait déployer dans l'armée ou quoi que ce soit. Puis ces gens-là, potentiellement, qui rêveraient de faire ce que tu fais actuellement. Fait que juste de penser de ce mindset-là, des fois, ça nous aide à finir ce qu'on a commencé. Bien dit. Surtout ici au Québec, malheureusement, il y a énormément de gens qui sont négligents des opportunités d'être fortunés où est-ce qu'on vit. On est dans une place clé sur la planète Terre où est-ce que le monde se plaigne énormément, mais on n'a rien à se plaindre. Moi, je viens du Nicaragua. Ma mère a immigré ici quand j'avais 1 an, mais quand j'ai appris vraiment la raison aussi pourquoi ils ont immigré, il y avait une guerre civile là-bas. Actuellement, il y a eu des situations dernièrement, pas pour rentrer en trop de détails, mais où est-ce que je suis en train de débattre avec des gens pourquoi on doit respecter le droit de parole, d'expression. On ne peut pas commencer à censurer des gens inutilement. Puis, il y a du monde qui veut l'encourager parce que j'aime pas ton message, ben je veux te censurer. Dans mon pays, actuellement, tu parles contre le gouvernement, tu t'en vas en prison. Tu te fais torturer. Fait il y a énormément de négligence ici au Québec où est-ce que les personnes se plaignent, chialent, les pistes cyclables, le trafic, les taxes, les froids. Ben oui, hein. Il y a quelque part actuellement où est-ce qu'ils sont en train de se faire bombarder. Quelque part d'autres sont en train de se faire kidnapper. Quelque part d'autres, c'est comme, on est bien ici. Fait que moi, je suis très fier d'être ici. Certainement. Puis, je veux dire, oui, les gens, justement, qui émigrent au Québec, souvent, ils n'ont rien à perdre. Fait que tu vois, ils travaillent comme des déchaînés. Justement, ils créent leur propre opportunité. Il y a des gens à Québec qui se disent il n'y a pas assez d'opportunités à Québec. Je ne partirai pas une business ou quoi que ce soit. Ben, les gens, justement, les immigrants qui se partent en affaires, souvent réussissent mieux que les Québécois parce qu'eux n'ont rien à perdre.
Justement, puis tu sais, il y a quelque chose de générationnel un peu derrière ça. Puis c'est vrai que l'immigrant ici a tendance, je pense que j'ai vu une statistique, 66%, quelque chose comme ça, des immigrants ont un profil d'entrepreneur puis ils se lancent en affaires juste parce que, premièrement, la barre pour essayer d'avoir un emploi est peut-être un petit peu plus difficile ou sinon un bon emploi est quand même encore plus dur. Par contre, ils ont rien à perdre. J'ai déjà quitté mon pays, ma famille, mes amis pour venir ici. Genre, je vais lancer une business où est-ce que je sais qu'il y a peut-être un rapport. Des fois, c'est comme j'ai importé des trucs de mon pays et ici, parce qu'il y a une communauté, je bâtis une richesse, puis ça grossit par la suite. Puis, tu sais, les immigrants deviennent des excellents profils d'entrepreneuriat justement pour le facteur de risque puis de tolérance, tu sais, vraiment qu'ils ont contrairement à des personnes qui sont ici, à cause que, tu sais, le problème, c'est comme, tu sais, on peut le voir d'un an que les Québécois, ils vont avoir à être plus négligés, justement, les opportunités qu'il y a parce que, regarde, justement, j'habite ici, j'ai pas, genre, ce même, genre, vécu-là qui me fait en sorte que, tu sais, je dois pousser beaucoup plus dur. Mais je trouve qu'il y a un problème aussi qui vient générationnel. Moi, je pense que, tu sais, autant pour les immigrants qui sont arrivés ici, qui ont bâti des fondations solides, mais la troisième génération, en temps normal, statistiquement parlant, a tendance à foirer tous les efforts du grand-père qui est venu. Parce que le grand-père, il a mis énormément d'efforts, il a bâti la fondation, il a transféré ça à son fils il a pris la relève puis tout, mais il y avait déjà moins de misère parce que tu viens d'enlever peut-être le rapport immigrant où est-ce que je ne suis pas obligé de travailler aussi dur parce que, genre, tu sais, le premier immigrant, lui, s'est fait, genre, juger, discriminé. Le deuxième, il n'y a plus cette barrière-là, mais il y a quand même un peu d'effort à mettre. Ouais. Tandis que la troisième génération, lui, comme j'ai déjà la richesse, j'ai déjà les ressources, j'ai plus la discrimination, j'ai tout ça. Fait que pourquoi je travaille plus fort? Puis je trouve que c'est celui-là où est-ce que, tu sais, dans un sens, les personnes qui sont ici déjà, négligent. C'est l'éducation. Hein. Éducation, c'est l'éducation. Puis, tu sais, je vais te donner un exemple, là. En tout cas, il y a une connaissance que son père, le bac, surtout. Moi, personnellement, mon père, il m'a éduqué en tout cas, mes parents, là, ils m'ont éduqué d'une façon où est-ce que je prenais pas l'argent pour acquis. Fait que je demandais pas le nouveau Sea-Doo de l'année, puis je l'avais demain matin dans le cours comme ça. Là. Fait qu'il fallait que je travaille pour l'obtenir. Puis je dis Sea-Doo, j'ai pas de Sea-Doo. J'allais dire Sea-Doo, je kiffe quand même. Hein? C'est des demandes. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, quand tu as 14 ans, tu demandes un Sea-Doo, tu l'as dans ta cour demain matin. Je veux dire, as-tu le goût de travailler pour t'acheter un Sea-Doo? Non, tu as juste à demander à papa, puis il va te le. T'sais. Fait que tu grandis avec une mentalité comme ça. Moi, personnellement, il a fallu que je travaille très fort pour m'acheter ma première voiture et tout. Puis là, j'étais comme, je vois des gens qui se font acheter leur première voiture par papa, maman, puis je trouve ça nice. Mais au final, avec du recul, ces gens-là n'ont pas la même vision de l'argent que moi. Puis honnêtement, je suis très reconnaissant d'avoir été élevé de cette manière-là. Il y a une des personnes, justement, tantôt, je reviens sur le point que je disais, que je connais, justement, est super proche de son père, elle load sa carte de crédit comme à chaque semaine. Son père dit absolument rien. Elle a la nouvelle voiture de l'année payée par papa ou quoi que ce soit. Puis, elle ne travaille pas. Elle a mi-vingtaine. Tu sais, à un moment donné, quand son père va te décéder, là, oui, peut-être que tu vas avoir un héritage ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce que tu vas faire de cet argent-là? Tu n'as aucune éducation financière. Fait que même s'il te revient 1,5 million, on en parle-tu du loto? La majorité des personnes qui gagnent le loto, ils ne savent pas quoi faire avec. Ils s'achètent une maison à 3-4 millions, un char de luxe, puis tout, mais oublie pas que tu as les assurances à payer, tu as plein d'autres affaires aussi, tu as des taxes à payer, puis tout. Fait qu'au final, même si tu achètes cash, plein d'affaires, ça vient avec des responsabilités, puis ton style de vie après ça, tu ne passes pas d'une Ferrari à une petite Fiat. Là. Fait que quand tu as vécu Ferrari, tu restes là parce que tu es bien comme ça, puis tu ne redescends pas. Fait que c'est de faire attention à ce que tu fais avec ton argent, puis de justement réfléchir avant de. Puis tu vois, quand on s'est parlé initialement, j'ai trouvé ça bright, puis je trouvais ça, c'est un angle que je trouvais important à discuter, justement, l'éducation que tu as peut-être reçue sur tes parents, parce que tu as l'air d'un dude, t'es jeune, mais tu as déjà genre une bonne tête sur les épaules, tu comprends peut-être les efforts que ça prend pour gagner de l'argent, ou sinon, justement, c'est quoi gagner de l'argent, puis peut-être que sûrement que je voyais, OK, tes parents devaient ils ont travaillé sûrement fort, des bonnes ressources, mais s'ils t'ont bien éduqué,
tu ne négliges pas vraiment, justement, à aller chercher comment tu gagnes certaines choses. Puis je trouvais ça bien que de voir... Parce que moi, je suis nouvellement un papa aussi. OK, félicitations. Merci. Puis ça va être vraiment des défis que moi, je dois voir aussi, que je me questionne à ce jour parce que j'ai 2 bébés à la maison. Puis, comme je t'ai dit, le parcours immigrant. Tu sais, moi, ma mère, elle a connu toute la discrimination totale. Moi, je suis arrivé ici à 1 an, mais que je suis comme borderline, déjà venu ici par défaut. Fait que certaines barrières que j'ai pas acquis parce que j'ai pas la barrière linguistique, j'ai pas un accent non plus que le monde au téléphone va me juger justement comme « Ah, OK, genre, tu viens de là. » Tu sais, je suis... T'en sens-tu de la discrimination? Ouais, ben oui. Yeah, c'est quelque chose, c'est une belle question parce que oui, je l'ai connu, oui, je l'ai senti, mais j'ai été éduqué d'une façon où est-ce que à ne pas laisser ça me rabaisser ou j'ai jamais joué à la carte de la victime. Malheureusement, je viens d'une communauté aussi où est-ce que je connais des gens de ma couleur que eux vont jouer cette carte de la victime. Ah, je ne suis pas capable de monter parce que mon nom, ma couleur, tu sais, vraiment tout le temps un prétexte discriminatoire pourquoi tu n'es pas capable de t'élever. Puis je trouve ça, c'est la plus grosse bullshit. C'est dans le fond, si tu n'es pas en train de grandir, puis ta seule raison, c'est parce qu'on te juge pour ta couleur de peau, c'est parce que tu n'es pas capable de te vendre toi-même à la base. 100%. Parce que, tu sais, moi, ma mère, justement, elle ne m'a jamais élevé à jouer la victime. Elle me dit dès le début, tu vas te faire discriminer, tu vas te faire juger, puis à cause de ça, tu vas devoir travailler 2 fois plus fort pour avoir peut-être la même chose que quelqu'un, un blanc, va faire. Puis j'ai aucun problème avec ça parce que j'adore avoir bâti la résilience de pouvoir travailler 2 fois plus fort parce que maintenant, je trouve que je suis dans un plateau où est-ce que je vois pas la différence de quelqu'un, tu sais, que ce soit quelqu'un comme toi ou comme moi. Puis je pense que lui, le meilleur qui va gagner en bout de ligne, c'est lui qui a le meilleur pitch de vente, lui qui a les meilleurs efforts, lui qui a le meilleur à amener sur la table. Parce qu'une vraie personne en business, admettons un employeur, genre même s'il y a un côté discriminatoire envers certaines cultures, si toi, t'es le top fucking gun de tous, il n'est pas là pour perdre. Ben oui, certainement. il veut le top. Fait que c'est là que je trouve qu'il y a la bullshit, c'est comme tu n'as juste pas réussi, tu ne mets pas assez d'efforts, tu mets plus d'efforts à jouer la victime, puis tu pourrais en avoir plus parce que moi, honnêtement, genre, les portes que j'ai réussi à ouvrir, j'ai jamais vu la couleur de peau ou de où je venais comme barrière. Moi, si j'avais une barrière quelque part, c'est parce que j'avais pas peut-être la connaissance ou l'expérience pour faire ce qu'on me demande de faire. C'est la seule barrière. Mais à part ça, c'est pas parce que je suis brun ou que je viens d'un autre pays que je suis pas capable d'emporter vraiment l'objectif. Puis aujourd'hui, je me démarque, puis I'm killing it. Je suis très fier d'avoir un Salvatore ici, un shop santé parce que je connais d'autres personnes que les autres. Ah, mais ils veulent pas travailler avec moi pour ma couleur. Pourquoi ils veulent pas travailler avec toi? Hein? Pourquoi ils voudraient pas travailler avec toi? C'est parce que justement, peut-être qu'ils se rejoignent pas les deux ensemble, ils n'ont pas de connexion. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'ils voudraient travailler avec toi? Puis ça, souvent, si on amène ça au point, le réseau de contacts, puis justement, on en parlait tout à l'heure, les gens qui t'entourent. Honnêtement, si tu regardes justement mon réseau de contacts il y a 5 ans, puis aujourd'hui, pratiquement 90% des gens que je côtoyais avant ne sont plus dans ma vie actuellement. Parce que j'ai commencé justement en tant qu'entrepreneur, en tant que travailleur autonome, à bâtir ma propre business, puis mon avenir. Puis il y en a beaucoup que ça ne rejoint pas du tout. Là. Puis quand tu arrives à un souper avec des amis, puis que tu réalises que la seule chose que tu as à te plaindre, c'est qu'est-ce qu'ils disent aux nouvelles, que tu n'es pas assez payé ou quoi que ce soit. Je veux dire, à un moment donné, sais qu'est-ce que tu vaux, puis va chercher justement tout le potentiel que tu peux obtenir. 100%. Puis tu sais, quelque chose que j'admire beaucoup de ta génération, tu sais, les Gen Z, j'aime beaucoup taquiner cette génération-là. Mais encore là, ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est que
t'es dans la jeune vingtaine, Santiago, shout-out, technicien Black Box, c'est dans la jeune vingtaine. Lui, c'est un prochain. Lui, c'est déjà, je pense que je le dis à chaque épisode. Là. Lui, sa tête va enfler, le rendu. Mais non, il est très down to earth, mais tu vois, je trouve que la façon qu'il parle, qu'il pense, comment toi, tu sembles aussi penser, j'admire ça parce que dans la jeune vingtaine, vous avez vraiment cette compréhension de c'est quoi que ça prend pour réussir. Puis il y a certaines choses que moi, je l'ai appris peut-être vers la fin vingtaine. Puis je pense que l'influence derrière ça est beaucoup orientée vers les technologies, les médias sociaux, par exemple. Je pense que vous avez été exposé à l'information beaucoup plus jeune dans votre adolescence, dans laquelle moi, je l'ai seulement acquis dans ma vingtaine. Puis ça fait en sorte que peut-être vous avez une avance, si on le voit sur une ligne de temps temporelle, d'âge, sur cette maturité-là. Parce que, mettons, moi, il y a les gens négatifs, énormément de gens négatifs, je les ai coupés à la fin vingtaine. Ben, encore là, je reviens sur le point qu'on avait tout à l'heure. Pourquoi tu penses que les jeunes de mon âge ont accès à l'information avant? Parce que tu t'entoures de gens comme toi qui ont le même mindset que toi. Fait que les gens qui ne réussissent pas nécessairement à mon âge, ben, c'est pas qu'ils n'ont pas réussi. Il y en a beaucoup, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Il y en a beaucoup, mais c'est juste qu'on les voit moins. C'est vrai, c'est vrai. Ben justement, comme toi, tu t'exposes, tu bâtis ta personnalité. Je l'ai vu beaucoup, sur tes pages. Puis c'est cool, justement, c'est ça que j'admire beaucoup, de votre génération. Puis ça crée vraiment, ça fait en sorte que, vraiment, quand tu as ce début-là maintenant, dans ta trentaine, oublie ça, ça va être ridicule. Ça va être, vous allez être à un autre niveau. Moi, je m'approche de la quarantaine. Mais je pense que où est-ce que je m'approche d'une quarantaine, tu vas peut-être te retrouver là au début de ta trentaine. Fait que c'est pour ça que je dis la même chose pour lui. Le gars est ici, il rencontre énormément de gens. Il y a ce studio-là, ça ramène énormément de personnalités. Puis ce que j'ai réalisé aussi, puis ça, c'est vraiment une notion de base en business. C'est pas ce que tu connais, c'est qui tu connais. Exact. J'ai commencé un mandat dernièrement. Puis, c'est un mandat qui implique beaucoup de développement d'affaires puis de la vente. Puis, j'ai comme une drôle de facilité. Puis, jour 2 de commencer le mandat, je suis déjà en train de closer. Puis, c'est parce que je connais énormément de monde. Mm-hmm. Fait que je connais tellement de monde. Là. Exactement, que genre, je close des deals. Tu sais, je suis comme, j'écris, aujourd'hui, juste aujourd'hui, j'ai 5 leads. Après ce podcast-là, j'appelle quelqu'un pour un lead, closer le deal. J'en ai un autre appel que je vais closer le deal à 3h, puis à 4h, j'ai un autre fucking lead. À cause de ton réseau de contacts. Exactement, à cause de le nombre de personnes que je connais, l'exposure que je me donne aussi dans les médias sociaux. Puis aussi, j'ai fait une vidéo dernièrement, puis j'ai reçu vraiment un beau commentaire de quelqu'un. C'est important d'avoir une mentalité de vouloir donner plus que de vouloir recevoir. Le plus tu donnes sans attendre de recevoir, le plus tu vas recevoir en abondance. Ça, c'est un clip. Ah, t'as raison. Souvent, c'est ça que tous les monteurs, tous les vidéastes avec qui j'ai travaillé m'ont pas mal tout dit ça. T'sais. Je veux dire, si tu fais juste à chaque fin de tes vidéos, à chaque fin de tes shorts que tu publies, tu dis tout le temps, genre, fais affaire avec moi, appelle-moi à mon numéro de téléphone, puis on va travailler ensemble. Les gens veulent pas se faire vendre, ils veulent venir vers toi. Fait que si tu es quelqu'un qui les attire, ben, ils vont venir vers toi. C'est sûr, tu peux pas plaire à tout le monde non plus. C'est sûr. C'est sûr qu'il faut un genre de call to action, mais ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis. Bon, parle-moi de tes débuts. Comment tu es rentré dans l'immobilier à jeune âge? Vraiment, ça fait 2 ans que tu fais ça, tu me disais? Presque 3 ans, ouais. Presque 3 ans, ok, super. Fait que, qu'est-ce qui t'a motivé derrière ça? Tu parlais, tu as fait de la construction, là, tu es rentré en immobilier. De où vient l'influence et de où vient l'opportunité? Ben, mon père, dans le fond, c'est lui qui a la compagnie de construction. Là. Fait que j'ai travaillé beaucoup avec mon père. Puis j'ai commencé à travailler, j'avais peut-être 14 ans avec mon père à temps partiel. J'allais à l'école, je finissais mon secondaire en attendant. Puis j'aimais vraiment ça, tu sais. Puis mon père, à un moment donné, il faisait juste du résidentiel, puis il a switché dans le commercial. Fait qu'on faisait affaire avec des investisseurs. On rentrait dans des 4, des 6, on les flippait à grandeur. Puis ben, les vendeurs, moi, j'allais les voir, puis je leur disais, tu sais, comment tu fais pour faire qu'est-ce que tu as fait? Combien, peux-tu me montrer les chiffres? Tu sais, je commençais à m'intéresser déjà à ça, puis tout, puis je trouvais ça bien.
Puis de base, je me demandais pourquoi il faisait ça. Puis quand j'ai compris pourquoi il faisait ça, j'ai vu le potentiel. Puis je me suis dit, moi, je vais investir aussi. J'ai acheté mon premier duplex à 19 ans. Puis justement, avec ça, j'ai été capable de bâtir un certain parc immobilier pour me rendre à un certain point que tous les revenus de mes loyers après net là, payaient toutes les dépenses que j'avais, autant logement, bouffe, voiture, tout le kit. Fait que j'ai arrêté de travailler du jour au lendemain. Là. C'est sûr que j'avais pas une vie optimale. Là. J'avais une petite vie tranquille, mais mes revenus couvraient tes mes dépenses dépenses. étaient OK. Fait que, écoute, ben, je pense que je suis allé quand même vite sur l'histoire. Là. Mais en bref, c'est pas mal ça. Là. OK. Puis en ce moment, tu sais, vraiment dans ce petit parcours-là, puis que je peux imaginer que tu t'en vas vraiment dans une grande aventure par la suite, tu sais. Comment tu as vu ce développement-là? Parce que ça a été quoi ta première embûche ou le premier défi? Où est-ce que ça te dérangeait? Ben, tu sais, quand j'ai acheté mon premier immeuble, j'ai pas eu tant de support. Je connaissais pas nécessairement ça. Mon père m'a épaulé certainement, mais mon père, il n'y a pas de. Il n'y a pas de plex dans le fond. Mhm. Lui, c'est vraiment comme. Il investit pas dans l'immobilier, il est en construction, il gagne sa vie comme ça. Puis proche du Cégep Garneau, il y a une maison unifamiliale, un gros bungalow. Puis il y a 5 appartements dans le sous-sol. Puis là, justement, on a un offre d'achat accepté, il va prendre sa retraite. Mais c'est ça, juste pour dire que lui, il était capable de m'aider parce qu'il savait comment signer des baux, faire des affaires de même. Fait que, ça a été vraiment un bon exemple, mon père, à commencer. Mais mon premier immeuble, tout ce qui pouvait se passer est arrivé au niveau des locataires. Défaut de paiement, bris dans le logement, vice caché. J'ai eu plein d'affaires. Là. C'est défaut de paiement, dans le fond. Bref, je ne rentrerai pas trop dans les détails de ça, mais justement, j'ai été au tribunal administratif en partant. Là. Fait que je trouvais ça rough. Là. Puis pour un 2 logements, 2 en 2. Là. J'ai pas eu la chance comme de louer à des personnes que je voulais. Puis je vais te raconter une histoire, là, c'est relativement capoté. Là. Essayer de faire ça, essayer de faire ça quick. Là. Mais bref, en bas, c'est le gars, il était schizophrène. Puis, ben, je sais pas si. Ouais, peut-être. Ouais, je pense qu'il était schizophrène. Là. En tout cas, son père me disait ça, mais c'est son père qui payait tout, un peu comme je t'avais dit tantôt. Puis cette personne-là, elle sortait jamais, elle se faisait tout le temps livrer. Fait que matin, midi, soir, on se faisait cogner à la porte, puis on se faisait apporter son colis. Juste pour te donner une idée, c'est un duplex. Puis pour aller à la porte en arrière, il fallait que tu te descendes en bas du triplex. Du duplex, dans le fond, excuse. Genre. Puis, fait que tout le monde ne trouvait pas l'adresse, fait qu'il venait cogner à notre porte. Puis on recevait tous ces colis-là. Il commandait plein d'affaires sur Amazon. Tout le temps du McDo, tout le temps du Tim Hortons livré à la maison. Là, à un moment donné, je veux dire, je capotais. Là. Mais bref, je veux dire, il payait, il ne dérangeait pas, il n'y avait rien de mal. T'sais. Puis moi, je n'allais pas dans son logement, ça ne m'intéressait pas. T'sais. Là, à un moment donné, on commence à habiter là parce qu'on était propriétaire occupant en haut. Puis à 10h30, 11h, on entend un peu le lavage. Puis je dis, fais pas ton lavage après 11h. C'est une vieille bâtisse. C'est une maison qui avait 1960, qui a été convertie en duplex. Fait que l'isolation, c'était pas adéquat nécessairement. Fait qu'on entendait quand même. Puis là, il me dit, j'aimerais ça m'acheter un système de son, un système vraiment de son maison, un cinéma maison. Puis j'ai dit, ouais, mais au pire, achète-toi un petit speaker ou quoi que ce soit pour tes films. C'est sûr que nous autres, en haut, quand on dort, on aimerait ça bien dormir. T'sais. Puis lui, son salon était en dessous de notre chambre. Enfin. Puis là, le soir, des fois, là, ça m'a fait un méchant saut. Là, quand le sol est vide tellement qu'il écoutait un film en bas, puis on l'entendait solide. Là, j'entendais les paroles de qu'est-ce que les gens disaient, puis j'étais quand même capable de deviner le film. Là. Fait que des fois, c'était quand même assez intense. Puis c'est le genre de gars qui avait la mentalité de tu te fais avertir parce que ton son est trop fort. Là, tu checkes la télévision. Ah, OK, mon son est à 30. On va le descendre à 15. Ah, OK, il chiale pas, c'est correct. Mais je te dis ça parce qu'à 30, on l'entend. Fait que le lendemain, là, à 30, on l'entend quand même. Là. C'est pas juste pour cette soirée-là. Là. Fait que c'était le même tout le temps. Je l'avertissais. Il y avait des caméras partout autour de la maison qui me donnaient accès. Je lui ai dit, gars, tu mets des caméras partout autour de la maison, je veux au moins y avoir accès, c'est quand même ma maison.
Fait qu'il me donnait ça. Puis ça, c'est quand même weird, là, qu'est-ce que je veux dire, là. Mais il y avait des doorbells. Puis ces doorbells, dans le fond, la batterie, elle durait pas longtemps. Puis ils changeaient. Fait que là, à un moment donné, la doorbell qui me donnait accès, ben, elle était rendue dans l'appartement. Oh fuck. Puis là, à chaque fois qu'il y avait des à chaque fois qu'il y avait des mouvements, ben moi je le voyais, là. Puis sa caméra, ben, était dans sa chambre. Fait que bref. Ce qui est arrivé arriva. Moi, je reçois ça. Je suis comme doorbell avant. Parce que pour lui, l'avant, c'est l'arrière. Fait que là, moi, je fais ça. Je suis pas chez nous. Il est en train de se masturber dans son logement. Moi, je vois ça sur la caméra. Fait que là, à un moment donné, je vais OK, gars, on stoppe ça. On va juste avoir la doorbell en avant, puis ça va être tout. Oh fuck. Fait que là, je l'appelle. Là, j'ai dit là, OK, good, oublie pas comme de switch ça parce que j'ai fait un méchant saut quand j'ai ouvert la caméra. Puis je veux dire, c'est ta vie privée, puis moi, je veux rien voir de ça, là. Fait que si tu me donnes accès à tes caméras, assure-toi que ce soit juste les caméras de l'extérieur. Puis là, à un moment donné, il n'y a pas le droit au chien dans son bail, quoi que ce soit. Puis j'arrive, puis juste pour te dire un contexte, en arrière de chez nous, c'était l'IGA. Fait que j'avais pas besoin comme de prendre le char pour y aller. Fait que j'y allais, mais je passais devant sa porte. Mm-hmm. À un moment donné, j'arrive, puis je me fais japper par un gros genre Doberman. Oh fuck. Hey, ça m'a fait un méchant saut. Puis là, je comprenais pas pourquoi il était là. Puis là, il y avait sa laisse jusque dans la porte. Fait que là, Doberman. ouais, il y avait un Doberman genre devant sa porte. Fait que là, j'ai le texte. Là, je lui dis là, c'est à qui le chien? Je suis en train de partir à l'épicerie. Il me dit j'ai mis un annonce sur Marketplace, chien à garder, quoi que ce soit. Fait que lui, dans le fond, il faisait de l'argent. Il recevait des chiens. Il gardait ça 2-3 jours. Mais le gars, je veux dire, il se drogue constamment. Là. Il n'est pas apte à gérer un chien ou quoi que ce soit. Puis des fois, juste pour te dire, il m'envoyait des vidéos de ses trips de DMT. Je ne sais pas si tu sais c'est quoi de la DMT. Ouais. Là. Il me textait ça. Là. Il me disait regarde, qu'est-ce que ça fait? Puis tout. Puis il était là, puis il était gelé dans son appartement. Il m'envoyait ça sans contexte. Là. Genre, ça faisait 3 jours, on ne savait pas parler. Il me disait salut, gars, regarde mon trip de DMT. Oh shit. Tu sais, moi, j'habite en haut puis je suis son propriétaire. Ouais. C'est un peu weird. Fait que, écoute, j'ai quand même vécu pas mal d'affaires. Puis là, à un moment donné, dans le temps que la guerre en Ukraine puis la Russie a commencé, son père, c'est un ancien de la GRC puis il est allé les aider là-bas, mais c'était lui qui gérait les loyers. Fait que là, j'ai eu un défaut de paiement à un moment donné, mais pas si pire. Le loyer était comme à 1000, il me vire 900$. Fait que là, j'ai dit, OK, tu sais, il est où l'autre? Puis il me dit, OK, écoute, jeudi, je vais l'avoir. Là. C'est mon père qui est supposé payer. Puis là, il est à l'extérieur, j'ai de la misère à le rejoindre. Tu devrais avoir ça demain sans problème. Juste le temps qu'il me réponde. Puis, parfait. Tu n'as jamais eu de défaut de paiement ou quoi que ce soit. Fait que vas-y comme ça. Le lendemain, pas de nouvelles. 2 jours après, pas de nouvelles. 3 jours après, tu sais, je le vois là, sur les caméras. Là, il sort, il s'en prend son char. Il va faire une promenade, il revient ou quoi que ce soit. Il n'y avait pas de travail, fait qu'il était tout le temps là. Je l'entendais des fois en bas, là, piocher ou faire plein d'affaires. Fait que là, il me répondait pas. Fait que là, à un moment donné, je suis allé cogner, pas de réponse. Tout. 3 jours après, je le vois sortir. Il était en train de se clipper comme. Ouais. Il était sur un trip, là, un bad trip. Il y avait un clipper, là, puis là, il se clippait comme la majorité de la tête, mais vraiment tout croche. Là, d'après moi, il l'a regretté par la suite. Là. C'était pas très beau. Mais tout ça pour dire que il était là. Puis là, j'étais allé le voir. Puis là, j'ai dit là, je veux dire, il est où là, le problème et tout. Fait que là, il est rentré chez eux. Moi, j'étais allé partir. En tout cas, c'est une autre affaire qu'on pourrait jaser, mais j'étais un tripeux de golf. Fait que j'étais allé à Lobinière, ça arrive ça de Québec, avec un chum. On est allé jouer. Puis bref, après ça, je dis là, il va falloir que tu me payes. Là, je te vois, tu m'as dit que, je veux dire, tu es en défaut de paiement actuellement. Fait qu'il va falloir que tu me payes, puis comme aujourd'hui. Parce que sinon, à la limite, je te donnerai des intérêts. Puis là, il a commencé à me donner un char de merde. Il m'a dit, écoute, la prochaine fois que je te vois, m'a tellement de fessé fort que tes parents... il dit ça à son propriétaire qui habite au-dessus de lui. Tu sais, moi, à un moment donné, j'étais comme, bon, il dit ça parce qu'il est gelé, puis tout. Puis là, il m'envoie une photo de gun. Mais tu sais, je reconnais pas l'appartement en bas. Fait que moi, je suis comme, bon, tu sais, c'est pas si pire, tu sais.
Fait qu'il essaie de me faire peur ou quoi que ce soit. Mais il est dans son trip. Fait qu'on va le laisser descendre de ses nuages. Puis moi, je vais continuer ma game. Là, je reçois un appel de ma blonde qui habite encore avec moi aujourd'hui. Puis elle me dit, écoute, je suis traumatisé. Mais moi, je ne l'ai pas dit, je ne voulais pas lui faire peur. Elle me dit, devine qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, je suis comme, quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, je ne dirai pas son nom, mettons, on l'appelle Bob, le locataire. Elle me dit, Bob, il est rentré chez nous. Oh. Puis là, je suis comme, genre, Bob, le locataire là-bas, elle me dit, oui, il est rentré chez nous. Puis il est allé se coucher dans mon lit, dans notre lit. Oh. Fait que là, elle était dans la douche, toute seule. Oh. Puis la raison pourquoi la porte était débarrée, c'est parce que ça faisait 3 colis de lui qu'on recevait. Puis elle était tannée. À un moment donné, il était quand même, gars, ça va être en bas. Elle a fermé la porte, elle l'a pas barrée. Fait que la porte en avant était débarrée. Il est rentré, il est allé se coucher dans le lit en bad trip total. Puis, fait que là, elle a mis sa serviette. Puis on a un chien, là. On avait juste un chien dans le temps. C'est un petit corgi. Fait que ça, quand il y a quelqu'un qui y arrive, ça jappe un peu. Ouais. Fait que là, mais il jappe pratiquement jamais. Là. Il faut vraiment qu'il y ait de quoi pour qu'il jappe. Là. Fait que là, à un moment donné, elle est dans la douche. Le chien est à côté de elle dans la salle de bain. Puis là, il se met à japper à côté, mais la porte est comme entrouverte. Fait que là, elle panique. C'est comme Pat, es-tu là? Parce que des fois, son père, il passe. Je suis porté des cadeaux, des enfants de même. Il est bien généreux. Fait que là, c'était pas ça. Là, à un moment donné, elle ouvre la porte, elle met sa serviette. Le chien s'en va direct dans la chambre, puis il commence à hurler. Puis évidemment, le locataire était là. Puis là, il se lève, il dit hey, qu'est-ce que tu fais dans mon appartement? Puis tout. Fait que là, elle est comme ben, t'es chez nous. Là. Je veux dire, pourquoi je suis en serviette? Là? Va-t'en chez vous. T'sais, elle a vraiment bien géré ça. Puis honnêtement, c'est tout ça à son honneur parce qu'elle aurait pu vraiment comme. Ça peut être tellement mal. Ben oui, en plus que dans la douche. Là, ben oui, c'est ça. Là, elle aurait pu. En tout cas, on n'entre pas trop dans ces détails-là. Mais ça aurait pu être beaucoup plus dangereux. Puis lui, il avait une mallette qu'il avait apportée. T'sais, il venait juste de me montrer un gun en photo. Puis il l'a échappé. Tu le vois dans sa caméra. Il sort de son appartement, il rentre dans notre appartement, il ressort à la course, il drop sa mallette à terre. Fait que là, j'appelle la police. Là, je dis là, il vient de se passer quelque chose de majeur, il va vraiment falloir venir. La police, ça a pris genre 1h30 avant d'arriver ou quoi que ce soit. Wow! Très sharp. Puis, comment je vais dire ça? On est arrivé, puis ils n'ont rien fait avec. Fait que menace de mort, intrusion, rentrée par infraction. Ils n'ont rien fait. Ils étaient capables de dormir là. Puis ils nous ont dit hey, si vous ne vous sentez pas en sécurité, vous pouvez aller dormir à l'hôtel. Oh! Ils nous ont dit ça. Puis là, ma blonde était comme ben voyons donc. Pour dire que c'est nous qui ont vécu ça, puis c'est nous qui doivent s'en aller. Fait que bref, on reste ça là-dessus. J'appelle le père du locataire. Puis là, il me dit écoute, excuse-moi pour ce qui s'est passé. Puis tout. Je suis comme, écoute, gère ton enfant. Tu sais, je veux dire, c'est juste ça que tu as à faire. Là. Je veux dire, il n'y a pas de support moral. Là. Il est tout le temps tout seul. Là. Fait que la seule personne qui a appelé, c'est son père. Tu sais, il n'y a pas d'amis ou quoi que ce soit. Fait que, bref, le lendemain, première chose, à 8h le matin, je suis tout seul en haut. Ma blonde est partie travailler. Il m'envoie une autre photo de gun, mais cette fois-ci, c'est un revolver. Là. OK, ouais. Puis il m'envoie ça, mais je reconnais le plancher du sous-sol. Fait que là, je suis comme, oh, OK. Il se passe de quoi? Fait que là, je rappelle la police. Puis, as-tu déjà joué à Call of Duty? C'est une histoire de même. Là. Ils me disent, OK, là, tu restes sous sécurité. Tu prends tes affaires. Tu tues genre un enfant ou quoi que ce soit. Puis là, je suis comme, moi, j'ai un chien. Il dit, OK, attache ton chien. Puis passe par en avant. Puis descends jusque dans l'IGA en bas. On va t'attendre là. OK? 5 minutes après, il était là. Je sors de là avec mon chien. Il y a genre... Je te dis, je pense qu'il y avait comme 15 chars de flics. 4 grosses caravanes avec des chiens. Ça jappait à côté. Puis on a une vidéo de ça. Là. Je t'ai dit, c'était capoté. Là. Puis honnêtement, je me sentais vraiment là, comme dans Call of Duty. Ils m'ont fait dessiner comme le plan de l'appartement avec toutes les
comme toutes les ouvertures, les fenêtres, tout ce qui pouvait s'en aller. Ils ont entouré la maison. Je pense qu'il était 15 autour de la maison avec des guns, des M13 semi-automatiques, des boucliers, un bélier. Il y avait toute l'affaire. Wow. Moi, c'était mon premier investissement immobilier, je te rappelle. Là. Écoute, comme je t'ai dit, là, j'ai tout vécu. Fait qu'après ça, il est sorti en bobette. Ils l'ont pogné. Puis, il est revenu 24 heures après. Ils ont dit « OK, good, tu vas passer devant le juge demain. » Puis finalement, la seule manière qu'on a pu le mettre dehors, c'était avec un mandat d'éloignement de 250 mètres de la propriété, mais il habitait au sous-sol. Fait que là, j'ai appelé son père, j'ai dit « Gars, soit tu t'en vas, puis tu payes ton prochain mois pour que moi, je puisse laver et relouer, ou que tu renouvelles ton bail, mais que ton fils ne peut pas habiter là. » Fait qu'il a dit « Ben là, ça va être logique, là, on va te canceller ça, puis on va te donner un mois de loyer. » Puis lui, il se sentait vraiment mal. Fait que, écoute, c'est pas mal ça l'histoire que j'ai. Ben, tu sais quoi? C'est une excellente histoire comme expérience immobilière. On pourrait partir un segment avec tous les courtiers, comme racontez-moi votre pire locataire. Moment, Théo, c'est un bon début pour ce nouveau segment-là. Ouais. Wow! C'est drôle parce que, tu sais, moi, j'ai une maison, tu sais, j'ai un bungalow, mais il est fait comme duplex. Fait que, tu sais, j'ai un sous-sol qui est avec un bachelor, avec sa porte. Puis, énormément, il y a beaucoup de monde qui m'ont dit, moi, je le loue pas en passant. Il y a beaucoup de monde qui m'ont dit, comme, il faut le louer, tu pourrais faire genre facilement 1000$. Comme, c'est un bel beau spot, mais. Puis, justement, cette histoire-là, c'est la raison pourquoi je. Mais, tu sais, là, j'explique ça comme si ça arrivait tout le temps. Quand tu te décides c'est qui ton locataire, puis tu fais tes enquêtes de crédit, tu regardes, puis les réseaux sociaux, ça, c'est une autre affaire. Montre-moi ton Facebook, je vais regarder un petit peu, tu sais, c'est quoi ton mode de vie. Ton profil, ouais. Ton profil. Si tu me dis que tu fumes pas, puis tout, puis la première chose que je vois, c'est une photo de profil avec une top dans la gueule. Puis le truc que je fais, là, moi, ce que je fais, c'est que quand je décide quel locataire je prends, parce que c'est rendu ça, c'est nous autres qui décident quasiment parce que ça fait à fil dehors pour louer. Là. Il y a un manque de logement. Je dis OK, parfait, je passe dans 2 heures chez toi signer le bail. Donne-moi ton adresse. Fait que je m'en vais chez le locataire. Comme ça, tu peux voir comment. Comme ça, je peux voir. Tu sais, s'il me dit qu'il n'y a pas d'animaux, j'arrive là-bas, il y a 2 chiens. Ben, je suis comme, tu sais, tu as 2 chiens. Là, je veux dire, tu m'as dit que tu n'avais pas d'animaux. Si tu arrives là-bas, tu vois que c'est le bordel partout, puis tout, ben, il faut que tu t'attendes à un copier-coller avec ton appartement. Fait que, c'est un bon truc, ça. Ouais, en tout cas, pour les locataires ou les propriétaires qui veulent un truc, là, honnêtement, puis depuis que je fais ça, j'ai jamais de problème. C'est bon, ça. Deuxième clip, guys. En tout cas, ça, c'était toute une histoire. J'apprécie ça. Comme je te dis, je pense qu'on vient de trouver un nouveau segment ici là, quand j'ai emmené des courtiers immobiliers. Fait que là, où est-ce que tu vois t'en aller avec ça? Là, tu as déjà une bâtisse. J'ai plusieurs bâtisses, là, dans le fond. T'as rendu à combien de portes? Ben là, dans le fond, j'en ai liquidé pas mal pour le projet que je t'avais parlé. Là. J'ai un gros projet au Nouveau-Brunswick qui s'en vient. Là. On est supposé faire une construction neuve de 144 unités. Fait qu'on en est là. Fait qu'actuellement, il me reste 3 bâtisses. On vient d'en acheter un autre, puis on est sur le point potentiellement d'acheter un 10 ou 12 logements. OK. Fait que, mais ça, c'est une autre chose qui est importante à soulever. C'est pas le nombre de portes que tu as, mais c'est qu'est-ce que tu vas faire avec puis ton effet de levier. Parce qu'en immobilier, tu as 3 façons de faire de l'argent. Tu as la capitalisation, tu as le cash flow, puis tu as la plus-value. La plus-value représente pratiquement 80 à 90% du potentiel que tu peux justement apporter à ton immeuble en termes d'argent. Mm-hmm. Le cash flow, là, tu t'en vas dans une ville comme Chicoutimi, là, tu vas acheter un 6 logements, ça va te coûter 300 000 $ puis tu vas faire 1 000 $ par mois de revenus nets. Là. Mais tu vas mettre 100 000 dans cet immeuble-là, ben, tu ne le vendras pas 400 000, tu vas le vendre 320 000. Mm-hmm. Fait que le secteur est tellement important au niveau de la plus-value, puis c'est là qu'est l'argent. Parce que tu achètes une bâtisse ici, tu le sais qu'avec les années, ça va augmenter parce que, je veux dire, tu es sur l'île de Montréal, déjà en partant que l'immobilier est beaucoup plus cher ici qu'à Québec. Fait que, ouais, c'est ça. Le secteur, honnêtement, pour les gens qui veulent investir, là, c'est prioritaire. J'ai rencontré une madame dernièrement pour évaluer sa maison. C'est une super de belle maison. OK, tu mettrais ça ici, ça vaudrait genre 1,5 million. Ben, peut-être pas 1,5, mettons 1,2. Puis, elle me dit, ouais, je veux vendre ça 750 000. J'avais pas vu de photo ou rien. Fait que j'arrive là-bas.
Ben, dans le fond, tu sais, je suis allé marquer un peu sur Google avant d'y aller. Puis j'arrive là-bas, puis comment, tu sais, c'est bien. Puis là, j'arrive, c'est à Saint-Étienne-de-Lauson, je sais pas si tu connais. Là. Non. C'est de l'autre côté Ça du a pont. l'air Ça loin. se développe un peu, mais tu sais, c'est pas comme Québec ou Montréal. Le prix est beaucoup moins intéressant, puis le plus-value aussi. Ça y a coûté 720 000 faire la construction. Le prix que je pouvais vendre sa propriété avec le terrain, là, le prix que je pouvais vendre sa propriété, c'est 6,50. Hey. Et là, comme il est là, l'argent est dans les centres-villes. Plus tu t'éloignes, plus que le montant de profit que tu vas faire à la pièce que tu mets va être diminué. Dans le fond, il faut que tu ailles vraiment une propriété qui ait, comme tu dis, une plus-value, mettre des trucs, soit peut-être la grosseur du terrain ou soit peut-être, je sais pas si c'est une maison ou genre un gros garage. Le plus-value, c'est plus, mettons, tu achètes un 4, tu changes les fenêtres, tu mets des thermopompes. Tu sais, ça, c'est de la plus-value dans le sens que tu vas apporter quelque chose à l'immeuble. Des perks qui viennent avec. C'est ça, exact. Ouais, non, je vois le genre. En ce moment, y a-t-il une région en particulier? Puis c'est intéressant de voir que peut-être qu'il est de la région où est-ce que tu es, parce que je parle énormément des gens ici autour de Montréal. Fait que je peux connaître à peu près, me faire une bonne idée autour de Montréal, à quoi ça ressemble. Mais là-bas, à Québec, sont où les opportunités? L'opportunité, dans le fond, j'en parle souvent là, sur mon profil, puis justement sur YouTube, j'avais fait une vidéo là-dessus. C'est, dans le fond, les zones de revitalisation. Je ne sais pas s'il y en a à Montréal, il faudrait que je m'informe. Mais dans le fond, c'est des zones que c'est peut-être un petit peu, comment je pourrais dire ça, un petit peu plus pauvre actuellement, mais la ville donne des subventions aux investisseurs pour faire des ajouts de logements parce qu'il manque de logements ou des rénovations majeures. Fait que ça peut aider au niveau de la rentabilité du projet. C'est sûr, il ne faut pas que tu te bases là-dessus parce que ça peut prendre 1 à 2 ans avant d'avoir ton argent. Fait qu'il faut quand même que tu aies cet argent-là. On s'entend que quand tu reçois ton argent dans 2 ans après, même si c'est 60 000, ben c'est un 60 000 que tu peux investir ailleurs. Fait que si tu ne te concentres pas nécessairement là-dessus, puis tu achètes dans ces zones-là, qui est Limoilou, Vanier, tu as les frères Trudel, je ne sais pas si tu les connais, là, des gros investisseurs dans la région de Québec, Fleur de Lys, Vanier, ce coin-là. Ouais, Vanier aussi qui a le centre Vidéotron, dans le fond. Tout autour de ça, là, c'est les zones de revitalisation. Puis justement, ça pousse. Les investisseurs adorent Vanier actuellement parce que c'est le futur Limoilou. Là. Limoilou, dans les dernières années, ça l'a poussé justement parce que les frères Trudel investissaient dans ces secteurs-là et tout. Fait que, ouais, Limoilou, actuellement, là, ça connaît une grosse croissance. Fait que les gens s'en vont vers Limoilou parce que c'est la nouvelle valeur sûre. Mais Vanier, c'est... Fait que dans le fond, dans des secteurs où est-ce que tu peux voir un effet de gentrification. Oui. Okay. En d'autres mots, oui. OK, je vois le genre. Je sais que les gros investisseurs veulent investir. Tu sais, comme les Galeries de la Capitale à Québec, là, quand ça s'est construit, tu regardes les photos, il n'y avait rien autour. Là. Pourquoi quelqu'un a décidé de construire une aussi grosse bâtisse avec rien autour? Puis tu vois aujourd'hui, je veux dire, c'est le centre de Québec. Là. Ouais. OK, non, je vois le genre. Super intéressant. Fait que ça, tu diriges vraiment, tu sais, ça, c'est les opportunités que tu vois. Là, tu parlais de ton projet de Nouveau-Brunswick. Ouais. Où tu vois l'évolution des choses dans 5 à 10 ans pour toi-même? Ben, c'est sûr que l'idéal, ça, c'est quand même une bonne question parce que justement, j'y réfléchis quand même souvent. Mais l'objectif, au final, c'est de profiter de la vie au max. Tu sais, je suis quelqu'un qui adore voyager. Justement, je fais beaucoup de voyages de golf. Dans le fond, comment je fais pour voyager? C'est que je spot un terrain de golf, puis on fait un voyage autour. Fait que c'est comme ma raison principale de voyager. Puis ça serait d'en faire un petit peu plus, de profiter plus de mon temps. Tu sais, là, actuellement, je suis courtier immobilier. Et justement, avec XP, ce qui est le fun, c'est que tu peux te développer comme une certaine équipe puis obtenir un certain revenu résiduel avec ça. Fait que ce serait probablement de grossir ça, donner un max de coaching aux nouveaux courtiers pour que justement qu'ils puissent profiter eux autres aussi de ce modèle d'affaires-là. Fait que ça serait ça. Fait que obtenir plus de temps, travailler autant parce que honnêtement, quand je travaille pas, on dirait que je pense à travailler. Genre, je suis workaholic pas mal, mais avec des certaines limites. Puis le seul point négatif d'être courtier immobilier si tu n'as pas d'équipe, c'est justement qu'il faut que tu te déplaces. Je parlais de ça avec un courtier hypothécaire. Et lui, il peut être ici actuellement,
puis son bureau, c'est son ordinateur, il se déplace. Nous autres, il faut qu'on aille faire des visites, il faut qu'on... Les offres d'achat, on peut les faire à distance. La majorité, on peut les faire à distance, mais il faut quand même avoir une certaine présence. Puis ça, je pense que c'est une plus-value. On parle beaucoup de AI, qu'il va nous remplacer. Je ne sais pas si tu as vu les nouveaux robots Tesla. Là. Ouais. Ben, on s'entend que... Tu vas en avoir un. Ben oui, c'est sûr. Là, je suis un gros fan de Tesla. Non, mais moi, honnêtement... J'ai mis le dépôt dessus. Là. Ouais, c'est ça. Ben, moi, je suis fan de Tesla. J'ai un Model 3. Là, j'ai acheté le Cybertruck que je trippe. J'ai vu des vidéos justement de ça. Puis chez Tesla, quand je suis allé chercher le Cybertruck, j'ai vu... dans le fond, j'ai parlé à un vendeur. Puis je disais, c'est quand qu'ils vont être disponibles? Puis il me disait, après moi, 2026, ça devrait arriver. Mais j'ai vu des vidéos sur TikTok de ça. Puis je me suis dit, je vais en acheter. Puis je vais les mettre aux visites libres. Ah! Ça serait fou. Ben, tu vois, je pourrais me multiplier. Quelqu'un doit le faire. Honnêtement, même moi, genre, à un moment donné, je vois toutes les tâches que je dois faire. Je suis comme, j'aurais besoin, genre, un AI, un moi-même qui fait certaines tâches que. Ouais. Je pense qu'on se dirige vers là. T'sais. Certainement. Puis, fait que, ça serait de travailler, mais comme être capable de me dupliquer, fait que me former une équipe, me permettre de voyager, puis de profiter du temps aussi qui reste avec mes parents. Parce qu'eux, ils m'ont eu à 40 ans. Fait que, tu sais, actuellement, mon père vient d'avoir 60... Ben, dans le fond, il va avoir 63 ans le 8 décembre. Fait que la majorité des gens de mon âge, actuellement, leurs parents ont 50 ans, 53 ans. Fait que, tu sais, je me sens... On dirait que j'ai comme un sentiment de presse de réussir pour pouvoir profiter du temps avec eux. C'est très noble. Très noble de façon de penser. Puis là, justement, on vient d'acheter une autre propriété. De base, je l'achetais pour qu'ils viennent habiter au sol. Puis là, mon père m'a dit, j'habiterai pas dans un sol pour le restant de mes jours. Fait que là, j'ai fait, ouais, mais la maison est déjà achetée. Là. Fait que là, il m'a dit, OK, gars, qu'est-ce qu'on va faire? C'est à Saint-Augustin-des-Monts pour les gens qui ne savent pas. Puis ce que j'aime là-dedans, c'est qu'il y a quand même un gros terrain. Puis à côté du garage, tu as un endroit que tu peux mettre un VR. C'est le projet de retraite de mes parents. Dans le fond, quand ils vont vendre leur maison, ils vont s'acheter un VR. Ils vont faire le tour du Canada, tour du Canada, tour du US. Puis 6 mois par année, ben, l'hiver à Québec, ils vont être en Floride. Puis ils vont revenir juste en été au Québec. Bon snowbirds. Fait qu'ils vont être à côté. Moi, c'est vraiment la proximité avec mes parents là, qui me font... Ah, c'est cool, ça. Ouais. Ah, ouais, c'est cool. Regarde, de toute façon, le Canada va devenir le 51e État. Ah oui, c'est vrai. T'es-tu pour ça? Je sais pas si tu peux rentrer là-dedans. Hey, imagine-toi, genre, il n'y a plus de passeport à traîner. Ça serait fou. Ben, c'est plus cette ligne imaginaire. Tu sais, en Europe, là, tu traverses puis t'as pas de passeport. Ouais, c'est ça qui est pourquoi cool. pas? Comme fuck that. Sinon, moi, qu'est-ce que j'ai parti comme genre... Comme commentaire, j'avais écrit à un moment donné, je suis comme, regarde, au pire que le Québec devienne le 51e État francophone des States, ça, je serais... Regarde, on se débarrasse du Canada, je vois que, regarde, la relation... Tu te débarrasses pas du Canada, ça devient une autre entité. Oui, exactement. Regarde, la relation intense avec le Québec, tout le monde en train de se plaindre du Canada, regarde, ben va chez l'autre grand frère. Ouais, va chez le cousin. Là. Comme ça, on va avoir certaines ressources comme, hey, ça va, certaines choses vont coûter moins cher, certaines choses, regarde, on va leur vendre bien des trucs aussi. Là. Moi, je pense que ce serait une très belle idée. Oui, certainement. Ça changerait tellement de choses. Imagine-toi les snowbirds. Ben oui. Ils font juste, on s'en va à... Il va y avoir genre un quartier en Floride qui s'appelle le Petit Québec. Ouais. Ça pourrait être c'est cool. sûr et certain que ça arrive, si quelque chose comme ça arrive. Est-ce que ça va arriver? Regarde. Ouais. Mais c'est une belle discussion à avoir durant le temps des fêtes. Ah, ça peut être très controversé, par contre. Là. Parce que on s'entend que c'est pas tout le monde qui aime Trump. Là. Moi non, Trump. Il y a du monde qui n'aime pas Legault aussi. Puis regarde, on l'endure. Et même, j'ai vu dernièrement comme, ouais, il va être candidat pour les élections. Moi, je voterai pas pour lui, puis je suis écœuré de lui, mais je regarde, OK, c'est quoi qu'il y a ailleurs? Tu parles de Legault, ça? Ouais. Ah ouais, OK. Je suis comme, bon, regarde, on va aller un autre round avec lui. Là. Au moins, on sait déjà comment il est. Ouais. Tu sais, en même temps, le monde le bâchait beaucoup au niveau de la COVID, sa gestion de COVID. Puis, tu sais, honnêtement, moi, je suis quelqu'un qui... Les vaccins, j'étais pas tant pour ça. Les masques, je trouvais ça un petit peu inutile. Tu sais, je regardais les comparaisons. Puis, tu sais, j'ai rien contre les gens qui se sont fait vacciner ou peu importe. Mais honnêtement, je veux dire, tu te mets à sa place. Cette personne-là vient juste d'entrer au pouvoir. Puis, tu y rentres directement une pandémie. Je veux dire,
il était pas prêt à ça, puis il avait pas l'expérience pour ça. Je veux dire, avant le go, c'était Air Transat. Là. Ouais, c'est un comptable. C'est ça. Là. Il n'y avait pas d'expérience. Puis une nouvelle personne qui rentre au pouvoir n'a pas d'expérience de savoir c'est quoi être premier ministre. T'sais. Fait que, je veux dire, on pouvait pas nécessairement lui en vouloir parce que, ben, je veux dire, oui, au final, c'est lui qui avait les décisions, mais il voulait pas se faire haïr, puis il voulait se faire aimer par tout le monde, mais je veux dire, c'est deux camps différents. Fait qu'au final, je veux dire, il fallait qu'il décide. Puis c'est bien correct, mais là, gars, on est sorti de là, on n'en parle plus. Puis c'est derrière. Fini ça, c'est fini ce temps-là. Exactement. Bon, parle-moi de tes médias sociaux. Regarde, j'ai vu que tu as un profil super dynamique. Quelque chose que j'aime comme un courtier, puis je pense que c'est le fait aussi que tu es jeune, tu es un Gen Z courtier, c'est que je vois énormément, regarde, je suis un gars de marketing, je consulte avec des gens, des stratégies, des ça, puis j'ai eu énormément de courtiers avec qui j'aurais donné vraiment des stratégies, ou sont des conseils, la consultation, c'est comment ils peuvent aller chercher, améliorer leur branding, mais aussi leur génération de prospects. Puis malheureusement, je trouve qu'énormément des courtiers font juste copier qu'est-ce que l'autre a fait qui a du succès. Fait que c'est juste genre vraiment, OK, t'en as un qui est là, que tu vois, il y a énormément de succès dans les médias sociaux, il y a les likes, il y a les shares, il y a les comments, il y a les followers, tu vois que ça convertit, les leads, tout le temps des ventes, tout partout. Fait que t'en as d'autres courtiers qui commencent, qui sont un peu corrects, qui sont là en avance, mais qui voudraient aller chercher cette visibilité, cette même cadence-là. Fait qu'ils finissent par copier tout ce que l'autre dude il fait. Fait que là, t'as après cinquantaine de dudes qui copient qu'est-ce qu'un dude. Fait que on finit par ça. Juste avoir tout plein de contenus qui se ressemblent. Puis là, comment tu te démarques? Là, c'est comme lui s'est démarqué, mais là, il n'y a plus personne qui se démarque. Vous faites toute la même chose. Puis quelque chose que je voyais de toi, tu as un angle un peu différent. Parce que je vois que tu utilises de l'humour. C'était cool. Parce que j'écoutais les vidéos, je suis comme, OK, le dos, il est drôle. Il fait des trucs que du monde va se sentir offensé, mais c'est drôle. Ouais, ben, tu sais, je fais des sketchs avec ma blonde qui est super. Fait que c'est elle qui tient à la caméra? À ça aussi. Non, c'est pas elle qui tient à la caméra. J'ai quelqu'un qui me suit justement pour faire ça. Mais ma blonde est dans les vidéos aussi des fois. T'sais. Fait que des fois, je fais des vidéos avec elle. Des fois, je vois des concepts. Je suis comme, OK, ça me donne l'idée de faire une vidéo en particulier. Là, je la fais avec elle. Puis, tu sais, on s'entend, tu vois une vidéo, la majorité des personnes sont en couple, homme-femme. Puis tu fais une vidéo d'un couple homme-femme avec un... Comment je pourrais dire? C'est quoi le mot exactement qu'on peut utiliser? Un problème que la majorité des couples vivent. C'est sûr que ça rejoint le monde. Là. Le monde rit, puis je veux dire, ça... Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui aime ça, avoir du fun, qui aime ça avoir du plaisir, puis je reste comme moi-même dans mais c'est bon, honnêtement, c'est ça que je trouvais qui était cool. Ça rejoint le plaisir derrière ça. La vidéo avec le frigo... C'est drôle, mais je peux voir il y a une certaine population qui serait pas trop partant. Ouais, c'est ça. Là, ça là, quand j'ai vu l'angle, je suis oh shit. C'est drôle, mais... je te dirais que c'est le fun à faire aussi. C'est le fun, oui, évidemment. Mais regarde, j'ai vu même une autre vidéo comme tu t'excusais sur des palmarès d'école. Ouais, ça, c'est allé loin un peu. Honnêtement, c'était vraiment pas mon intention d'aller loin comme ça parce que de base, ça fait 2 ans que quand les palmarès sortent pour la Ville de Québec, je trouvais ça pertinent d'en parler. Je nomme le top 3 du palmarès dans la Ville de Québec, privé puis public. Fait que là, tu regardes des réseaux sociaux comme TikTok, qu'est-ce que ça va rejoindre comme clientèle? Ben, c'est les élèves. Puis là, il y a genre 2000 commentaires. Puis là, ils sont comme, tu sais, mon école est là, mon école est là. Puis là, ils jasent entre eux autres. Puis c'est bien le fun. Puis l'algorithme en monte. Mais là, dernièrement, justement, ces 2 vidéos-là ont vraiment popé. Puis j'avais fait justement les meilleures écoles provinciales. Puis là, dans les commentaires, le monde me disait, hey, tu devrais faire les écoles les moins bien cotées. Puis, tu sais, moi, dans mes vidéos, je mets tout le temps un petit peu d'humour dedans. Puis le fait que j'avais fait cette vidéo-là, puis en passant, je rappelle, j'ai juste simplement pris des chiffres en ligne. C'est pas moi qui ai inventé, puis j'ai pas jugé les écoles. Mais je pense que le ton d'humour a... Je sais pas rendu les gens sceptiques sur c'était quoi l'intention de la vidéo, tu sais. Je les ai pas vus. J'ai vu les vidéos où est-ce que justement les tops, mais j'ai pas vu le moins. C'est ça que je cherchais, puis je me disais comme, OK, c'est pas genre, il n'y a pas de controverse dans ça. Non, ben c'est parce que la façon que j'ai dit comme le top 1, parce que j'ai dit que la note était tellement basse que ça ressemblait à l'average goal des Canadiens de Montréal cette saison. Oh. C'est genre 0.7, fait que c'était, tu sais... Mais en même temps,
là, j'ai su par la suite que cette école-là, c'était une école qui était fréquentée par les gens en difficulté scolaire, puis les gens qui étaient sur le point de décrocher de l'école, puis tout. Mais moi, je veux dire, j'ai simplement dit des chiffres, puis je savais pas que... mis de l'humour. C'est ça. Je savais vraiment pas que ça allait pogner comme ça. Puis honnêtement, quand tu revois la vidéo par la suite, t'es comme moi. Je peux comprendre les gens de l'avoir pris comme ça, mais honnêtement, je savais pas que ça allait aller aussi loin que ça. Ça allait frôler le million de vues en 48 heures. Là. Quel genre de commentaires voyais-tu des menaces? Non, mais tu sais, les gens disaient, tu sais, pourquoi, c'est bon, c'est pas de menace, tu fais des vidéos comme ça, reste donc dans ta profession. Puis ça a été repris par un influenceur professeur. Tu sais, il y a eu beaucoup de remix de tout ça, mais honnêtement, je veux dire, je prends le blâme d'avoir fait une vidéo vraiment controversée, mais c'était zéro mon objectif. Puis jamais je vais dénigrer quelqu'un parce qu'il est, pas qu'il est inférieur, mais qui va aller dans une école moins bonne. Puis dans la vidéo, justement, que je trouvais ça pertinent quand même de m'excuser parce que ça a tellement voyagé. J'ai dit, tu sais, peu importe dans quelle école que tu es, si tu as du désir, tu sais, c'est pas parce que je suis allé à Cardinal-Leroy, puis je veux dire, les gens qui sont allés à Cardinal-Leroy, j'en ai plein actuellement qui sont poignés dans la drogue. Puis dans toutes les écoles, tu vas avoir des gens qui vont réussir, puis des gens qui vont pas réussir. Mais c'est pas nécessairement à cause de l'école, c'est plus comment tu t'impliques là-dedans, parce que... Ouais. Mais des fois, tu sais, je suis un peu genre... j'ai comme des mixed feelings par rapport à les vidéos d'excuses. Probablement, tu t'excuses pourquoi? Parce que tes sentiments sont faibles. Tu as une tolérance faible à l'humour. Tu n'aimes pas ce que je viens de dire, passe à la prochaine chose. Des fois, je vois ça. C'est pour ça que j'essaie de voir. Je voulais vraiment absolument comprendre. J'allais voir la vidéo. Je ne trouvais pas, mais je pense que j'essaie de voir. Puis je vois pas nécessairement, des fois, genre le besoin de devoir s'excuser parce que des gens sont offensés. Parce que, regarde, la majorité du monde, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai appris avec mon expérience? Parce que j'ai une couple de vidéos qui ont fait de la controverse. J'ai assisté à des cancel culture. Je deviens un professionnel dans ces affaires-là. Surtout quand tu gères une boîte de production de podcast. Oh, crois-moi, crois-moi que tu envoies des histoires ici. J'ai ma dose aussi. Puis, à un moment donné, je vois pas le besoin de devoir s'excuser à moins que tu aies vraiment insulté quelqu'un ou est-ce que tu commences à te rendre compte comme « Ah ouais, peut-être je suis allé trop loin. » Parce que, regarde, moi, où est-ce que je trace la ligne va être beaucoup orienté vers la violence puis la haine. Si le message, c'est ça que ça pousse, puis peut-être, regarde, t'es gelé, là, puis t'as mis ça en ligne, puis le lendemain, là, ça a été pick-up, c'est allé genre partout, puis t'es comme « Oh shit. » Là, je m'excuserais. Je suis comme, OK, guys, regarde. J'ai pris des choses très puissantes. J'ai perdu la tête. Je m'excuse. Tu peux plus rien dire quasiment. Mais c'est ça le problème. Puis c'est là que ça devient vraiment un conflit où est-ce que. C'est pour ça que il faudrait que je sente qu'il faut arrêter de s'excuser parce qu'il y a des gens qui sont pas capables de prendre des jokes ou des juste de. Au final, tu reviens au fait, je suis simplement allé regarder dans le palmarès qui est disponible pour tout le monde en passant. Si jamais vous voulez aller le voir, vous marquez palmarès des meilleures écoles à Québec. Tu t'en vas dans le fin fond du classement. Tu vas même avoir des écoles privées à Montréal qui sont 0 sur 10. Là. Je veux dire, je ne l'ai pas dit, là, mais je veux dire, j'ai juste dit des chiffres qui sont dans un palmarès public. Puis j'ai mis un peu d'humour là-dedans. Bref, c'est ça qui est ça. Donc, tu sais... Fait que justement, moi, je pense que, en ce moment, dans une transition où est-ce qu'on a vu qu'est-ce que les contenus fait, ou qu'est-ce qui se passe quand ça déborde, quelle direction les choses doivent être faites. Puis la meilleure des choses que je pourrais dire, honnêtement, si vous êtes en mode controverse ou provocation, puis ça dérape, gardez le silence. Sur les cas que j'ai vus, même à un moment donné, garde le silence après 3-4 jours. Non, il y a personne ne s'en souvient de toi. Si je te demande, c'est quoi justement la dernière vidéo qui t'a choqué, là, tu te souviens-tu c'est laquelle? Mais ça dépend. Encore là, ça devient un niveau de tolérance des individus. J'ai parfois vraiment un humour qui peut être obscur. Fait que, qu'est-ce qui va me choquer? Ouais, c'est sûr. Je comprends ce que tu veux dire. Mais, tu sais, par exemple, hier, tu scrollais. Ouais. Est-ce que tu te souviens des vidéos que tu as vues? Regarde, moi, la première chose qui me vient en tête, où est-ce que j'étais comme « Oh! » Mais après, j'ai vu que ça fait que c'est...
Parce qu'il y a genre un enfant, on aurait dit de 2-3 ans, puis après le père qui vient avec un bat, il fait juste swing sur l'enfant. Ah, c'est le golf, ça? La vidéo de golf, ouais. Tu vois juste dans le envoler comme... Ouais, c'est genre, today I'm gonna play with my Ouais, son. ouais, Genre, ouais. mais il joue vraiment avec son son. Celle-là, je suis comme, OK, ouais, c'est une... Au Ouais. début, genre, j'ai presque cru. Mais c'est de l'humour. Je veux dire, Mais tu sais, justement. la personne, elle fera pas ça en vraie vie. Yo, t'as la police. Oui, c'est pas respectueux, mais c'est de l'humour. Je veux dire, la personne ne voulait pas dire, hey, je vais frapper mon enfant. Mais il y a du monde qui le perçoit de même, par contre. Tu sais, il est passé drôle, gars. Je suis latino, je suis personne de couleur. Fine, ça, je le sais. Il y a quelqu'un qui essaie de vraiment m'attaquer. Ah, mais si toi, genre, on fait un nazi, si t'es allé vraiment là, comme si un nazi fait une joke sur ça, je suis comme, est-ce que la joke est bonne? Je m'en fous, là, regarde. Moi, j'en ai entendu des commentaires, là, rendu là, c'est mieux d'être fucking drôle, là, parce que sinon, genre, je t'ignore. Ah oui. À un moment donné, si t'es pas capable de rire de toi-même, tu vaux pas grand-chose. J'en ai reçu des commentaires à un moment donné. Puis ça, c'est drôle, c'est une drôle anecdote parce que je pense que j'ai fait une vidéo qui a juste fait chier bien du monde. Puis après, parce qu'à un moment donné, il y a du monde qui vont juste... Qu'est-ce qu'ils font? C'est juste t'insulter. Moi, c'est ça que je dis, guys. Si vous n'êtes pas capable d'argumenter mon vidéo, fermez vos gueules. Vous n'avez rien à dire. Si vous êtes en train d'insulter mon image, vous avez déjà perdu avec moi. Parce que soit je vais commencer à vous troller si je sens que j'ai du temps libre, ou sinon, tu sais, comme, je vous ignore. Parce que, comme, pourquoi tu me dis... Tu sais, c'est comme, tu dis quelque chose, puis ton seul comeback, c'est tu commences à rire. Fait que si tu vas niaiser l'image, ils sont mieux d'être drôles. Puis la plus drôle, ça, c'est drôle parce que le dude, il dit comme, yo, t'as l'air d'un dictateur vietnamien. Puis je partais à rire parce que je voyais déjà une image, genre, de toi, de dictateur vietnamien, là. Je partais à rire, puis je suis comme, yo, j'ai mis lol, là. Puis après, on a commencé à parler, puis on s'est follow. Ah ouais, c'est ça. On s'est follow, moi, puis le troller, pour se rendre compte que, ah ouais, on partage le même avis sur certaines choses, mais ce point-là, pour toi, t'es en désaccord. Juste comme, tu sais, juste essayer de voir les choses un peu différemment, tu sais, manipuler ou maîtriser la conversation, tu peux tellement désamorcer des bombes des fois. Ouais, t'as raison là-dessus. C'est stupide, tu sais. Puis comme je te dis, j'ai une femme aussi qui me faisait des menaces à un moment donné. Puis j'ai embarqué dans toutes ces choses. Jusqu'à un moment donné, j'ai réussi à la faire dire « Ah oui, t'as raison, je suis d'accord avec ton point de vue. » Puis ça a terminé juste comme « OK, tu vois, je viens de désamorcer la bombe. » Elle est partie de me faire des menaces jusqu'à « Ah oui, t'as raison. » Mais tu vois, ça, je trouve ça intéressant. C'est comme la même affaire que dans une relation. Moi, quand ma blonde à part, parce qu'elle a un solide caractère, mais c'est une bonne femme. Elle a un solide caractère, puis des fois, quand elle veut argumenter, je suis comme, c'est bon. C'est bon. T'as raison. C'est bon. T'as raison. Là, tu sais, la discussion, elle arrête là. J'ai pas comme 40 minutes à argumenter sur une affaire que... Bref, là, les gens vont dire mais là, c'est important la communication. On a une super de belle communication, là, puis une super de belle chimie. Mais c'est ça aussi pour les gens qui hatent sur les réseaux sociaux. Dans le sens, si la personne, tu fais juste dire je comprends ton point de vue, tu as raison, la personne, elle va se sentir heureuse que tu lui dises ça, puis elle va arrêter de t'insulter. Parce qu'il y a du monde, il y a énormément de gens là, qui sont juste malheureux, frustrés de la vie. C'est vrai. Puis c'est juste ça qu'ils ont. Genre, c'est juste ça, les médias sociaux qu'ils ont. Puis aussi, une autre observation que j'ai remarquée, c'est qu'énormément de gens, ils n'ont pas de colonne. Fait qu'ils vont prendre une opinion populaire, puis « Ah ouais, moi, je peux embarquer sur ça », puis boum. Puis aussi, tu as un autre effet du cancel culture, par exemple. On va parler du mal alpha. C'est drôle parce qu'il y a eu énormément de gens que, oui, ils ont essayé de cancel vraiment les personnes concernées dans cette discussion-là. Puis le problème, c'est qu'il y a une grande population aussi qui sont en accord avec les points, vraiment, mettons, de ce sujet-là. Mais le problème, c'est qu'il y a énormément de personnes qui ne vont pas interagir par volonté de ne pas vouloir se faire attaquer par la masse. Fait que ça, c'est comme une problématique que je vois que, tu sais, comme, malgré que, tu peux donner un point de vue qui va contresens toute la narration populaire,
Puis tu sais déjà que genre il y a du monde qui supporte ce point-là, mais il y a du monde qui ne vont pas embarquer sur ta défense parce qu'ils vont se faire attaquer. Puis ça crée en sorte que la narration populaire va continuer à dominer contre une personne qui essaie de se défendre toute seule versus, on va dire, 1000 personnes juste en train de te bombarder. Malgré que tu as d'autres 1000 personnes qui sont prêtes qui te supportent, mais encore là, pour ne pas faire partie du conflit. C'est parce qu'ils ne savent pas nécessairement c'est quoi ta réalité, c'est quoi ton opinion des choses. Puis là, j'amène ça comme à la réalité de chacun des entrepreneurs qui ont, mettons, travailleur autonome, courtier immobilier comme je suis. Souvent, les gens sont comme ah, ben là, vous faites juste genre afficher la maison, puis vous la vendez, puis vous faites 10 000 $ de commission. Je t'inviterais, toi, la personne qui pense ça, de venir faire mon travail, puis de gérer 80 à 100 transactions par année. Je te garantis que tu ne dormiras probablement pas le soir. Parce que quand j'ai commencé, de base, ma première année, j'ai fait 46 transactions. Puis honnêtement, j'étais plus capable de rien prendre. Mes amis m'invitaient des fois à aller au restaurant avec eux autres, des rencontres justement que j'étais obligé de déplacer parce que je finissais de travailler à 11 h le soir puis tout. C'est beaucoup plus difficile que la majorité des gens le pensent. Puis ça, honnêtement, je veux dire, tu peux pas juger tant aussi longtemps que tu l'as pas vécu, tu sais. Non, définitivement, il y a trop de jugement. Fait que, je reste optimiste que, tu sais, vraiment, on est dans une année de conversion vers une nouvelle vision, une nouvelle ère, tu sais. Je pense que, tu sais, vraiment, les influences aussi, même américaines, sur la politique qui a eu lieu, permet aussi, tu sais, vraiment de peut-être changer un peu la mentalité des choses parce que ça commençait à devenir too much. Vraiment la crise identitaire fait qu'à un moment donné, tu n'es plus capable de te prononcer. Tu te prononces. La première chose qui vient à l'esprit des gens, c'est cancel. Puis si tu ne fais pas partie de notre opinion, ben tu es méchant. Comme, il n'y a plus d'espace pour vraiment être ouvert à la démocratie, par exemple. Puis je pense qu'en ce moment, vraiment avoir vraiment un air politique qui change complètement le ton, ben ça nous permet peut-être de revenir à une certaine normalité. Parce que ça va venir contrebalancer vraiment le poids que, admettons, cette autre mentalité-là poussait. Puis en tout cas, je suis comme, OK, je pense qu'on s'en vient dans un moment où est-ce que, OK, ouais, on peut maintenant avoir la conversation ouverte puis que personne ne va se fâcher. On est censé avoir la liberté d'expression. Ben justement, c'est comme... Puis je l'ai dit tantôt, quand, tu sais, va dans mon pays, là, parle contre le gouvernement, oublie ça, là. Ouais. Tu vas aimer la liberté d'expression, genre... qu'on a ici, mais si tu veux l'enlever, ben, gars, si tu veux vraiment dicter comment une personne doit penser puis pas entendre l'autre bord de la médaille, ben, va-t'en dans un autre pays, tu vas voir c'est quoi exactement, genre, ce sentiment-là. Puis c'est pas agréable. Fait que c'est pour ça qu'il y a énormément d'immigrants aussi qui viennent dans des pays comme ici le Canada ou qui viennent au Québec, aux États-Unis, parce qu'ici, au moins, on a cette opportunité-là de pouvoir s'exprimer sans devoir avoir des conséquences graves. Mm-hmm. Mais... ouais, je pense qu'on est dans cette tournure-là. Donc, Gab, l'épisode vient à la fin. J'aimerais ça que tu partages tes médias sociaux. Dis-moi vraiment comment on peut te rejoindre. T'es super cool, puis je voudrais qu'on continue même à garder en contact d'ici l'année prochaine, puis tout, voir comment l'évolution des choses. J'ai hâte de parler à Phil aussi, voir son point de vue sur les hiking. Ben, écoutez, vous pouvez me joindre. Mon nom, dans le fond, c'est pas mal moi le seul qui l'a dans le monde. Là. Arton, H-A-R-T-O-N. Fait Gabriel Arton, Rédignon Routier, R-O-U-T-H-I-E-R. La majorité des gens font des fautes là-dessus. Fait que je tenais à le préciser. Faites juste marquer ça sur n'importe quel médias sociaux, puis je vais popper. Je suis sur YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. J'ai pas LinkedIn encore. Fait que vous pouvez me rejoindre là-dessus. T'as pas LinkedIn encore? Non, je trouve pas ça utile. Ben, dans le fond, j'ai jamais poussé ces médias sociaux-là. Ben, juste pour dire, je pourrais faire une annonce même ici directement. Je prévois même mettre beaucoup plus d'énergie sur LinkedIn, moi, en 2025. Ah ouais. C'est du B2B plus? Ouais, c'est B2B. Peut-être dans mon cas aussi. Ouais, dans ton cas, c'est peut-être dans mon cas, c'est un outil que je recommande à tout le monde. Puis je veux en mettre beaucoup plus d'énergie parce que j'ai énormément de business dans lesquels je gère avec des entreprises. Fait que moi, avoir une présence là va donner encore plus bon pour mes affaires. Malgré que, regarde, je pense que j'ai fait
j'ai exploré Instagram, TikTok, Facebook. Puis j'ai demeuré sur ces plateformes-là. Mais LinkedIn, mon objectif, c'est de devenir un influenceur LinkedIn, côté professionnel, dans tout ce qui va être marketing, développement des affaires, partenariat avec des marques, personal branding, puis création de contenu. C'est un peu ça, tu sais, vraiment où est-ce que je suis rendu. Puis, tu sais, LinkedIn, je trouve que pour le peu de followers que j'ai, mais aussi, tu sais, vraiment les deals que j'ai réussi à aller chercher là-bas, j'ai fait énormément d'argent. Ça, c'est juste peu d'action, là. Ça serait à voir pour moi également, là. Du B2B, c'est sûr que, tu sais, pour du commercial, ça peut être utile. Ouais. Du résidentiel, un petit peu moins. Des investisseurs, tu sais, tu vas plus les chercher sur Facebook, sur Instagram, tu sais, des endroits comme ça, Messenger. Il y en a qui n'ont juste pas Facebook pendant tout, c'est avec leur numéro de téléphone. Fait qu'il y a un réseau de contacts, normalement, je suis correct. Tu sais, j'ai pas... Mais parce que LinkedIn, tu vois, oui, c'est tous des professionnels, mais tout le monde, éventuellement, regarde, c'est du monde... Par défaut, regarde, pourquoi ce serait un avantage pour toi, puis d'essayer de créer ton propre personal branding sur LinkedIn, c'est que, premièrement, tout le monde a besoin de logement. Tout le monde veut acheter une maison. C'est comme un rêve, tu sais, un peu la majorité des gens, je pourrais dire. Fait que là, tu es dans une plateforme où est-ce que tu sais, par défaut, tout le monde travaille. Tout le monde a un salaire puis un job. Facebook, là, je ne sais pas si tout le monde sur Facebook a un job ou un salaire. Ou sur Instagram, vous êtes juste là en train de partager vos vies sur le BS. Mais sur LinkedIn, tu sais déjà que tout le monde est salarié, au moins, ont des revenus. Tout le monde a un rêve à devenir plus grand, en avoir plus, puis détenir sa propre propriété. Fait que je pense qu'il y aurait un intérêt. Parce que le fait que si on n'a pas beaucoup de courtiers immobiliers, c'est une opportunité pour que toi, tu sois le courtier immobilier que les personnes vont garder en référence. Parce que j'ai des amis, justement, j'étais à un souper dernièrement. C'est un avocat. Le gars, il me dit, moi, je suis juste sur LinkedIn. Fait que lui, si tu veux aller le chercher, tu ne pourras pas le toucher sur Facebook ou Instagram. OK. Lui, il est juste sur LinkedIn parce que c'est juste là que tout ce qui est droit, business, voir qu'est-ce qui se passe, c'est là que ça bouge. Fait que c'est là que lui, il gère. Fait que il y aurait une population là que tu pourrais devenir la référence. Ouais. Fait que je le conseille fortement pour 2025. Ouais. C'est quelque chose que je pourrais dire. Ça va être le projet 2025. Se bâtir une réputation sur LinkedIn. Exactement. Tu fais des gains. Tu fais de l'humour comme tu le fais avec un style professionnel sur LinkedIn. Crois-moi que ça va marcher. Ah. Le monde, tu sais, LinkedIn, c'est 3 choses. Puis ça, je suis en train de faire dans mes consultations dernièrement. Le monde veut éduquer, inspirer, puis divertir. OK. Tu fais ces 3 choses-là sur LinkedIn, boum, ça marche. On va regarder ça, on va se mettre là-dessus. Let's go. Donc, Gab, ça fait un plaisir. Ouais, merci à toi. Merci beaucoup d'être venu, de faire le chemin. Regarde, je te avec les petits cadeaux aussi. Ben oui. Shout out à Shop Santé, ouais. Regarde, la shop qui est là. Rosemont, Salvatore, vous savez déjà. Et ce fut un autre épisode, guys. Yellow Sea Podcast. Let's